Jessica Thivenin est-elle malade? C'est une question qui s'est beaucoup posée cette semaine. Marois balance tous les fions du monde à Rim Renom qui décide de répondre et clôturer cette histoire une bonne fois pour toutes. Et évidemment, toutes les révélations de Maïsan par rapport à Emin et aux personnes qui fréquentent récemment. Tout ceci, c'est dans MTT cette semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire préférée qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, nous avons une émission riche en actu, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté exprès pour vraiment vous les mettre aujourd'hui, donc j'espère que l'émission vous plaira. Nous allons tout de suite commencer par une mise au point, j'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver. C'est parti, jingle, bienvenue sur Mix the Tea. Pour la mise au point cette semaine, tout simplement, passez un très bon début de saison de printemps. Effectivement, le printemps pointe enfin le bout de son nez et j'espère qu'avec lui, nous aurons une remontée de température et également un petit peu de soleil. On va pas se mentir, ça fait quand même du bien au moral d'avoir du soleil, donc j'espère sincèrement qu'il va vite revenir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, le mois de mars touche bientôt à sa fin et donc on va rentrer dans la grande ligne droite avant l'été. Deuxième chose, en ce moment, nous avons une petite baisse de vues sur MTT, STT, etc. Je pense que c'est normal parce qu'il y a les examens et que par conséquent, il y a beaucoup de gens qui sont en révision, il y a aussi moins de très gros sujets. Donc si jamais vous voulez m'aider avec mon contenu et m'aider dans ma création de contenu, n'oubliez vraiment pas déjà de liker et de commenter, ce qui soutient directement la chaîne et ce qui fait remonter les émissions. Mais en plus de ça, si jamais vous voulez prendre une photo de l'émission pendant que vous la regardez et m'identifier sur Instagram @RudyCoppel ou RudyCoppel Actualité, c'est pas de refus non plus, ça aide à faire découvrir la chaîne à plein d'autres personnes. Et évidemment, abonnez-vous les amis, je vous rappelle qu'on est toujours sur un objectif de 100 000 abonnés maintenant pour cette chaîne YouTube. J'espère qu'un jour on les atteindra, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez me soutenir. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire aujourd'hui dans la mise au point, à part que la semaine a été très rude pour moi sur l'aspect personnel et j'ai hâte qu'elle se termine. D'ailleurs, si j'ai quelque chose à vous demander, la semaine dernière je vous ai dit que les MTT étaient maintenant filmés et montés le vendredi. Est-ce que vous avez vu une différence ou pas? Parce que honnêtement j'ai pas vu grand chose se passer en plus et ce qui a été dans MTT aurait été dans MTT quand même, donc je me dis que finalement ça peut vraiment me permettre de prendre mes week-ends. Tout ceci étant dit, nous allons maintenant rentrer dans l'émission et évidemment, nous commençons par le sommaire. Au sommaire de cette émission, des actus, en veux-tu, en voilà. Dans les stories de la semaine, nous en avons pas une, mais bel et bien deux. Giuseppa s'exprime sur les critiques par rapport à son couple et Héloïse Appel parle d'une mauvaise expérience. Le top actu est chargé et surtout très intéressant. Hilary et ses enfants sont-ils en danger à Bali? Carla Moreau fait encore une fois des stories qui ne passent pas. Kim Glow appelle à l'aide et Greg Yega pousse un coup de gueule. Mon avis sur cette semaine parle de The Power saison 2. La semaine dernière, je vous ai fait un petit point et on m'a dit mais Rudy, toi, tu en penses quoi? Le cœur actu est rempli. Paga appelle à l'aide, Rim Renom se confie, Stéphanie Clairbois subit une fausse couche, Maïsan et Emin en rupture, Mélanie ORL retire ses injections, Neouda est vulgaire, Enzo et Colette balancent tout et enfin Marine Elimer utilise-t-elle le ramadan pour promouvoir des marques? Deux gros dossiers cette semaine, Jessica Thivenin est-elle malade et Marois balance sur Rim qui répond enfin. Une émission pleine de révélations et de réponses, j'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous l'ai dit, nous commençons donc avec les stories de la semaine et je commence par Giuseppa. Giuseppa, elle a fait une très longue story qu'on a d'ailleurs regardée directement sur ma chaîne Twitch. Donc je vous inviterai à aller voir la rediffusion si vous voulez la vidéo au complet. Ici, je vous ai pris un petit moment juste pour illustrer. Et Giuseppa, elle explique en fait qu'elle en a marre des critiques qu'elle reçoit sur son couple, sur sa manière d'être une femme, d'être une maman. Et je trouve que c'est extrêmement touchant en fait la manière dont elle prend la parole sur ce sujet. Et ça se voit qu'elle est touchée. Et comme on l'a dit sur Twitch, et je le répète ici, je pense qu'elle n'a pas à se justifier en fait. En fait, elle a fait cette vidéo parce que suite à un des nouveaux plateaux de Magali Berda, il y a eu des critiques sur la manière dont elle gère ses enfants, la manière dont elle gère son couple, la manière dont elle gère sa famille, son foyer. Et elle a pris la peine de répondre à tout ça parce qu'on la critique en fait directement en message. On lui envoie des choses qui sont pas vraiment cool. On remet en question et en doute sa légitimité en tant que mère
mère et en tant que femme. Et c'est quelque chose qui la touche au plus profond de son cœur et ça se voit dans les mots qu'elle emploie. Et honnêtement, ça m'a énormément touché parce que je trouve qu'elle n'aurait même pas à se justifier, mais malheureusement, elle doit le faire. Donc je vais vous laisser regarder ça. On est vraiment sur 4 minutes, je crois, de sa vidéo qui est quand même extrêmement longue. Si jamais vous voulez la voir au complet, n'hésitez pas à passer voir ma chaîne de replay qui s'appelle Rudy Koppel Replay. J'envoie tout mon soutien à Giuseppa et à Paga qui sont en train d'essayer de sortir de cette crise de couple dont on a déjà parlé. Et justement, Paga nous fera part tout à l'heure de quelque chose par rapport aux enfants parce qu'ils essayent de mettre des choses en place. Je vous laisse regarder Giuseppa et je lui envoie tout mon soutien. Bon, je prends encore une fois la parole, tout simplement parce qu'en fait, je vois autour de moi sur les réseaux sociaux que ça ne fait que parler de nous avec Paga et de notre couple en négatif. Et encore une fois, je l'accorde, on est public, on s'affiche, on est sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a une certaine tolérance à avoir sur les critiques, etc. Et ça, il n'y a pas de problème. On assume, c'est le revers de la médaille et c'est les conséquences de nos actes. Sur ça, on est d'accord. Par contre, rien n'empêche et rien ne fait que je n'ai pas le droit de me justifier ou d'avoir envie d'exprimer mes sentiments et mon ressenti par rapport à la situation. Donc c'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que j'accepte de me faire terminer toute la journée sans avoir d'émotion ou d'être peinée par la situation, tout simplement parce que je reste un être humain et que même si je m'affiche, même si je suis sur les réseaux, tout matin, que ça soit quand on dit que avec Paga ça va pas parce que tout est à cause de moi, que je sois une mauvaise mère ou que comment j'éduque mes enfants c'est pas bien, etc. Tout ça c'est les conséquences de nos stories, les conséquences de ce qu'on montre. Je suis d'accord avec vous, mais rien n'empêche à personne d'être sur les réseaux sociaux, de ne pas avoir à se justifier ou avoir besoin d'exprimer quelque chose. Si j'ai très envie ce soir de prendre la parole, et pourtant c'est quelque chose que je fais plus depuis longtemps et je l'ai fait récemment mais j'ai supprimé parce que en fait j'arrive pas à avoir les mots et c'est très dur pour moi de me justifier sur ce sujet-là. Mais en fait je pense qu'à un moment donné je suis obligée de le faire pour moi, pour en fait me sentir mieux parce que j'en ai marre de me faire terminer comme ça toute la journée. Et là si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait je suis tombée sur la vidéo de Magali qui a fait un nouveau concept très sympa. Pas de problème jusque là, mais elle a invité certaines personnes qui ont mis le sujet sur la table du fait qu'avec Paga on ne dort plus ensemble parce qu'on dort séparément avec nos filles, donc moi avec Adriana et Paga avec Georgia, et que du coup forcément oui il y a eu un énorme impact sur notre couple. Et donc le sujet autour du plateau c'était ça, mais en vrai je vais vous dire que c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que finalement ce qu'ils ont dit. Bon, il y a par exemple Capucine qui a pris la parole, qui a pas totalement tort. Maintenant, je trouve qu'il y a le fond et il y a la forme. La forme n'y est pas vraiment, mais c'est pas grave. Elle a aussi sous-entendu qu'elle m'avait envoyé, donc ça c'est réel, elle m'a envoyé un message sur Instagram et en fait, je ne l'avais pas vu parce que on se suivait pas, enfin je la suivais pas et j'ai vu son message un an après parce que je suis tombée sur son Instagram et en fait... je sais plus pourquoi, je pense que justement j'étais rentrée en contact avec une spécialiste du sommeil et du coup j'avais envie de lui écrire et j'avais vu par hasard qu'elle m'avait écrit un message et donc dans la vidéo elle dit elle m'a pas répondu à mon message donc c'est que finalement elle voulait pas que les choses changent. Alors si j'avais vu le message j'aurais pris le temps d'y répondre, ça c'est vraiment pas le problème. Mais du coup en vrai il y a une personne sur ce plateau qui est déjà d'une méchanceté, mais méchanceté pas possible. Bref, j'ai même pas envie de m'arrêter là-dessus, mais je comprends pas ce genre de personne qui se permet d'être méchant comme ça et de cracher leur venin. Vraiment, ça me répugne. Mais du coup, voilà, je voulais mettre les choses au clair avec vous en vous disant que oui, avec Paga, c'était très compliqué. Ça l'est encore aujourd'hui. Moins qu'il y a quelques semaines encore parce que pour ceux qui ont suivi, on a pris de nouvelles décisions. On a envie de faire des choses nouvelles avec nos enfants, en tout cas d'évoluer. Maintenant, moi le problème que j'ai, c'est que je ne comprends pas qu'on puisse juste s'en prendre de cette manière-là à nous en étant du style je comprends pas, qui change pas les choses, comment on peut dormir avec leurs enfants alors que ils vont avoir 2 ans, comment on peut se plaindre de leur donner des mauvaises habitudes. Alors oui, les habitudes c'est nous qui les avons données et ça je l'accorde à tout le monde. Maintenant c'est pas une raison pour laquelle on n'a pas le droit d'ouvrir les yeux sur la situation et de se rendre compte qu'en fait clairement notre manière et nos méthodes d'avoir agi avec nos enfants n'ont pas forcément été les meilleures
pour notre couple, en tout cas pour l'impact que ça a eu envers notre relation et nos relations intimes. Ça, c'est clair et net que c'était vraiment pas la méthode à prendre ni à faire. Et d'ailleurs, je ne suis pas un exemple. Deuxième chose, deuxième story de la semaine, Héloïse Appel nous fait part d'une mauvaise expérience qu'elle a eue avec un personnel d'accueil, un personnel qui est censé être, on va dire, humain, surtout quand tu travailles dans le contact humain, dans le social. C'est vrai que généralement, les personnes aiment ce qu'elles font et que par conséquent, elles ont un bon comportement. Héloïse Appel fait part d'une mauvaise expérience qui malheureusement peut arriver à chacun et à chacune d'entre nous, qui vous est d'ailleurs peut-être déjà arrivé. Donc je me suis dit que ça pourrait être universel comme actu, dans le sens où ça peut arriver à tout un chacun, et Héloïse a réagi d'une manière, peut-être que vous aurez réagi d'une autre, et j'ai hâte de voir votre réaction dans les commentaires. En tout cas, c'est vrai que moi je trouve la question elle se pose quand on travaille dans, je sais pas si on dit le social, mais quand on travaille dans un milieu où tu es en contact avec les autres, je sais pas, je pense qu'il faut quand même un petit peu, même si on est de mauvaise humeur dans sa vie, mettre de l'eau dans son vin et faire en sorte que les choses se passent bien. C'est quand même la base quand tu travailles avec les autres. Enfin, c'est mon avis encore une fois. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'Héloïse a bien réagi. Je vous laisse regarder ça et j'attends vos retours d'expérience juste en dessous. Je viens de vivre une expérience humaine où là vraiment je me dis, ok, soit c'est chaud, ou soit c'est moi, j'amplifie la situation et je me prends la tête pour rien. Ce matin, donc attendez, je vous raconte, vous allez me donner votre opinion. Ce matin, j'ai rendez-vous à la clinique Axiom. Donc je me lève parce que j'ai de la route, j'ai un examen à faire, faut que je sois à l'heure. Bref, j'arrive à l'heure. Je fais la queue pour m'enregistrer au bureau des secrétaires. Donc je suis à l'heure, je suis dans la queue. Il y a beaucoup de monde, donc je fais la queue. Et là, j'entends une secrétaire se lever et m'appeler. Madame Appel, est-ce que Madame Appel est là? Mais genre très mauvaise, genre tu sais la mauvaise onde négative qui t'oppresse. Donc du coup, je la regarde, je fais oui, je suis là, toujours très sympa, moi en plus, oui, je suis là. Et là, elle me regarde. Carte vitale ordonnance. Pas bonjour, pas s'il vous plaît, aucune forme. Je ne suis pas en humain, je suis, je sais pas, genre le truc déshumanisé, genre vraiment, genre je vous jure, il y aurait eu un robot à sa place, genre ça aurait été beaucoup plus de politesse limite, vous voyez. Donc je suis là, je fais bonjour. Parce que normalement, quand tu dis ça à quelqu'un et que la personne, elle t'a pas dit bonjour, elle se rend compte qu'elle t'a pas dit bonjour et du coup, elle se calme un peu et elle te dit bonjour. Elle, non, pas du tout. Carte vitale ordonnance. Ok. Là, je me dis, ok, bon. Du coup, je la regarde et je fais, ok, pas de souci, mais il suffit de demander normalement, hein, y a pas de problème, hein. Je fouille dans mon sac, je n'ai pas ma carte vitale, donc je la regarde, je fais, écoutez, j'ai pas ma carte vitale, je dis après je suis enregistrée dans votre base de données, la dernière fois que je suis venue, pareil, j'avais pas ma carte vitale, on m'a retrouvée, et au pire des cas, vous me faites une feuille de sang, je vous règle l'examen. Très poli en plus, hein, moi, hein, comme toujours. Parce que sur ça, mes parents m'ont bien appris que c'était important. Et là, pas d'ordonnance, pas de carte vitale, pas d'examen. Comme ça. J'ai fait, ok, mais la dernière fois, pas d'ordonnance, pas de carte vitale, pas d'examen, ça sera comme ça en fait. Et je la regarde, je fais, ok, vous savez quoi? Pas de souci, je vais partir, il n'y a aucun problème, je m'en vais. Par contre, vous savez, vous avez le droit d'être poli, vous travaillez avec des humains. Genre, vous travaillez avec des humains. Genre, le minimum, c'est l'éducation, c'est la politesse. Je sais pas, en fait, c'est le minimum du minimum. Je dis, vous savez, c'est pas parce que vous avez passé un mauvais moment ou une mauvaise nuit que vous êtes obligé de défouler votre haine sur les autres. Genre, vous travaillez avec des humains. Le minimum, c'est la politesse et l'éducation. Et là, je vois qu'elle fait la meuf, donc je me dis, ok, je me casse. Donc je prends mes jambes à mon cou et je prends vraiment sur moi. Alors que je sens dans mon cerveau que les deux mauvais neurones qu'il faut pas qu'ils se connectent vont se connecter. Je le sens monter en moi que ok, prends sur toi parce que genre elle est en train de te manquer de respect, mais prends sur toi. Genre ne connecte pas ces deux mauvais neurones parce que après tu vas te disputer et ça sert à rien. Donc je prends sur moi, je prends mes petites jambes à mon cou. Et là, qu'est-ce que j'entends pas? J'entends pas, alors que je suis quand même, genre je suis encore dans son environnement. Elle sait que je vais l'entendre. Quelle horreur ce genre de personnes mal éduquées, mal élevées, qui savent pas se comporter, ce genre de pauvre gamine. Oh, écoutez-moi, genre quelle horreur ces personnes-là. Mais attends ma belle, wow, on va se calmer. Genre moi je suis arrivée polie, genre écoutez, oh là là. Et là dans ma tête je me suis dit mais en fait c'est quoi ce délire? Comment en 2025 tu choisis de travailler dans le corps médical? Comment en 2025 tu choisis de travailler avec des humains
et tu te comportes d'une telle manière. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, nous allons passer au top actu. Le top actu cette semaine, il a 5 actualités que j'ai pas mal détaillées exprès pour que ça tienne quand même dans la durée. Mais on n'en a que 5 et je les ai vraiment bien analysées. J'ai hâte de vous montrer tout ça dans un instant. C'est parti, jingle. Je commence le top actu avec le retour de Secret Story. Et oui, ça a été annoncé officiellement, nous aurons une nouvelle saison pour 2025. Alors la saison de 2024, elle a marqué un véritable succès en termes d'audience, mais les retours n'étaient pas forcément favorables. Quoi qu'il en soit, TF1 a décidé de relancer l'émission. C'est évidemment un retour qui est attendu, et surtout après plusieurs années d'absence où tout le monde réclamait un retour de Secret. Le casting est désormais ouvert. C'est quelque chose que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. On a les inconditionnels aussi de l'émission qui vont pouvoir avoir l'opportunité de voir la célèbre maison des secrets. L'année dernière, ça avait beaucoup fait parler, le retour de la maison, etc. Mais surtout, il y avait beaucoup de déçus par rapport au fait où on dirait que tout le monde venait pour se créer un petit compte TikTok et tout simplement pouvoir percer sur les réseaux sociaux. Évidemment, le concept reste le même. Est-ce que les candidats réussiront à garder leur secret tout le long de l'émission en menant des stratégies et des missions données par la voix? Apparemment, ça commencerait fin de l'été, donc entre le 19 et le 26 août 2025, juste avant la rentrée de la Star Academy. Un choix assez stratégique qui permet à TF1 de maintenir un très fort intérêt pour les émissions de télé-réalité tout au long de la rentrée. C'est évidemment une période qui est idéale aussi pour toucher un large public parce que tout le monde se remet dans la rentrée, on a envie de regarder des choses divertissantes, des contenus sur les réseaux, des contenus à la télé et donc c'est très fort. Évidemment, comme chaque année, le casting est une étape cruciale pour la chaîne et nous, en tant que téléspectateurs, on aura aussi, si on le souhaite, l'opportunité de pouvoir tenter notre chance d'intégrer la maison des secrets. Alors honnêtement, c'est pas ma came du tout et puis j'ai pas envie de raconter mes secrets à la télé, mais j'avoue que j'adore généralement, pas l'année dernière, mais pour les autres saisons, j'ai adoré les castings de Secret Story. Quoi qu'il en soit, apparemment, d'après ce que j'ai lu via Clément Garin, en 2025, les attentes seraient encore plus élevées. Ils veulent un casting haut en couleur, composé de personnes venant de différents horizons et ayant des secrets plus intrigants que jamais. On a aussi le retour des primes hebdomadaires qui ont été supprimés l'année dernière en raison de soucis budgétaires et c'était dommage parce que c'était l'un des moments phares des programmes, du programme en fait en lui-même. Il permettait d'ajouter des rebondissements, d'apporter une dynamique différente et les primes sont de retour en 2025. Il y a aussi une autre question qui se pose, est-ce que Secret sera diffusé sur TF1 ou TFX? Les deux sont au même groupe, mais c'est une question que j'ai vue qui était posée parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, que les toutes dernières saisons étaient diffusées sur TFX et là, l'année dernière, on a eu sur TF1, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent si TFX ou TF1 ne serait pas l'un comme l'autre un meilleur choix et c'est vrai que c'est un choix qui peut aussi influencer l'approche de TF1 vis-à-vis de l'émission, donc on verra bien. Apparemment, d'après Clément Garin, donc CG Scoop, selon les premières rumeurs, certains des secrets des candidats seraient plus complexes que d'autres et il y en a aussi qui pourraient inclure des intrigues collectives. Donc en gros, les candidats, ils devraient travailler ensemble pour révéler des secrets collectifs, des mystères à résoudre en équipe, etc. On aurait donc vraiment une dynamique différente. J'allais dire délirante, non. Donc en tant que téléspectateur, on pourrait s'attendre à des alliances stratégiques, des travaux d'équipe, des conflits, des trahisons, finalement tout ce qu'on aime bien voir en télé-réalité. Avec Secret Story 2025, TF1 semble déterminé à faire de cette émission un événement incontournable. Est-ce que vous avez hâte de voir cette nouvelle saison? Perso, comme l'année dernière, je vais guetter ce qu'elle donne et j'espère sincèrement que je serai un peu plus accroché que celle de 2024. J'ai vu passer ça sur les réseaux et j'ai pu trouver un magnéto sur la chaîne Instagram de Lily La Pestouille. J'étais assez étonné, je vous raconte. On parle de Hilary et Giovanni qui n'arrêtent pas de faire parler d'eux, que ce soit pour les apprentis, pour leur déménagement à Bali ou bien pour cette raison-ci. Parce que Hilary, elle a révélé récemment que ses fils Milo et Matteo étaient dans des états très inquiétants à Bali, ce qui l'a poussé à vouloir potentiellement quitter l'île pour retourner à Dubaï. Alors le couple a traversé d'énormes épreuves médiatiques. Ils se sont retrouvés sous le feu des projecteurs après une absence prolongée d'Hilary dans les stories de Giovanni. On avait plein de rumeurs qui disaient que le couple était en train de se séparer, mais non, juste chacun avait sa vie. Et ils ont eu un départ aussi pour Bali,
qui est un départ qui symbolise un renouveau pour la famille et qui a encore suscité des questions. Pourquoi quitter Dubaï? Pourquoi quitter leur grande maison? Pourquoi quitter leur équilibre? Et tout le monde se disait qu'ils n'avaient plus d'argent ou alors tout simplement que leur couple battait de l'aile et qu'ils voulaient recommencer. Hilary avait répondu à ça, elle avait dit « Vous nous avez demandé si on quittait Bali à cause de problèmes d'argent ou parce qu'on n'arrivait plus à suivre le lifestyle. » Et ils ont dit « On a fait beaucoup d'investissements, on a été très malin, tout va très bien pour nous, on est parti à Bali parce qu'on avait envie d'y aller. » Tout simplement. Le couple semble bien décidé à démystifier les spéculations, mais ce départ reste quand même une source de confusion pour beaucoup. Moi, je pense, et je le pense sincèrement, qu'on est sur la fin de l'ère Dubaï. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus d'influenceurs, de youtubeurs, de candidats télé qui vont passer de Dubaï à un autre endroit. Restez vigilants, vous verrez. Face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux, Hilary et Giovanni ont dit qu'on est à Bali et que, en gros, les couples se séparent à Bali et que par conséquent, ils risquent potentiellement de se séparer. Évidemment, ils l'avaient dit avec humour et on s'était arrêté là-bas, étant donné que j'avais fait un rapprochement par rapport à Marwa et à Vincent une fois de plus, et parce que Hilary et Giovanni étaient vraiment en train de jouer avec ça en mode tout le monde se sépare à Bali, nous aussi du coup. Mais la situation a pris un tournant bien plus inquiétant. Hilary partage des nouvelles inquiétantes concernant la santé de ses enfants. Depuis 2 semaines, Milo et Matteo souffrent de violents maux de ventre et de vomissements. Hilary, elle était épuisée. Elle a dit « C'est une matinée compliquée, à 2 doigts de tout quitter et de partir de Bali. » Elle a dit qu'ils n'arrêtaient pas d'être malades et que c'était évidemment trop dur pour elle. Et évidemment, je pense qu'en tant que parent, c'est très dur à voir ces enfants qui sont malades. La famille a dû se rendre d'urgence à l'hôpital pour faire examiner les petits. Hilary a même filmé la scène. On voit ses enfants affaiblis sur un lit d'hôpital qui se vident de leur force. Elle dit qu'en fait, elle n'était pas du tout prête à vivre ça à Bali, qu'elle est très inquiète et qu'en gros, elle explique que soit le meilleur reste à venir, soit elle rentre à Dubaï. Évidemment, elle explique que l'état de santé de ses enfants, eh bien, c'est quelque chose qui est très important, c'est logique, et que si ça se détériore de nouveau, elle pourrait quitter l'île pour de bon. Elle dit pourtant qu'elle est très vigilante concernant l'alimentation des enfants, elle lave bien les aliments, elle ne fait en sorte qu'ils ne consomment pas l'eau du robinet, mais elle dit qu'elle ne peut pas contrôler tout ce qu'ils mangent, en particulier à la cantine de l'école, et que selon elle, ça peut être un facteur responsable des maux de ventre. Quoi qu'il en soit, la santé de ses enfants reste évidemment une priorité. Ici, on peut se poser la question de est-ce que c'est Bali? Est-ce que c'est les aliments? Est-ce que les enfants ont simplement chopé un virus? J'en sais rien, mais en tout cas, elle est prête à tout pour garantir la sécurité et le bien-être de ses enfants, quitte à quitter l'île. Je trouve quand même que ça mérite qu'on en parle, hein. Le couple traverse une période assez délicate ici. C'est une période personnelle et familiale, mais qui fait quand même très très mal au cœur. Ils devront probablement prendre des décisions à l'avenir si les choses ne changent pas. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'ils ne sont pas appréciés de tous et toutes, mais quand même, on parle quand même de la santé des enfants et c'est quelque chose qui reste important, quoi. On parle de la santé. Je vous laisse regarder. On vient de vivre encore une nuit très compliquée, une matinée très compliquée, à 2 doigts de tout quitter et de partir de Bali. Ils n'arrêtent pas d'être malades, matin, midi, soir, nuit. C'est trop dur. Ils font que de vomir, Là, on part à l'hôpital, c'est trop dur. C'est trop dur. Je sais pas ce qui va pas, la bactérie qu'il y a ou quoi, mais je n'étais pas prête à vivre ça à Bali. Donc là, on part à l'hôpital, voir si on peut, je sais pas, les mettre sous perf, vitamines. Parce qu'en fait, dès qu'on leur donne des médicaments, ils vomissent. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc certains diront que je me plains. Mais les gars, ça fait 2 semaines que la nuit on dort, presque pas, qu'on ramasse des vomis, qu'on ramasse des diarrhées, qu'on ramasse tout. Que nous-mêmes on devient malade, genre ouais, j'ai envie de me plaindre, ouais. Je vous jure, ce matin, cette nuit, je pars de Bali à 2 doigts, on a acheté la maison, donc, mais j'ai dit mais je pars de là, c'est pas possible. Je pète les plombs. On est sur la route pour aller à l'hôpital. Je vais voir pour aller aux urgences ou un truc comme ça. Je veux dire que mes enfants... Hier, ça allait mieux. Non, avant-hier, ça allait mieux. C'est pour ça qu'on avait réservé dans la jungle. Ça allait mieux, donc on est allé. Et hier, cette nuit, c'est matin. Donc c'est pas possible. Ils se vident, ils se déshydratent. On redonne de l'eau, les médicaments, ils revomissent. C'est une catastrophe.
Genre vraiment, ça fait 2 semaines qu'on est à la maison aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'on est malade. Genre c'est super dur. Dur à gérer quoi. Pourtant on a un médecin, il est venu 4 fois à domicile. C'est chaud hein. Franchement, si vous venez en vacances à Bali, prenez des médicaments avec vous. Les petits sont sous perfusion. Hydratation, on leur a mis hydratation, vitamine, de paracétamol, douleur de ventre, un petit vomissement. Voilà, là c'est Mathéo derrière. Et là j'ai Milo juste là, qui est aussi sous perf. Ah, Carla Moreau. Carla Moreau et ses contenus. Carla Moreau et ses stories putaclic. Carla Moreau et ses réels qui font tant parler. Avant d'aller plus loin, la semaine dernière, ou lundi je crois, je vous ai dit que Kevin Gage allait potentiellement redevenir papa et on a eu apparemment une petite réponse de Carla Moreau en story qui expliquait je sais plus quoi. Enfin, on ne sait pas si ça concernait Kevin, mais vous savez, elle a entre guillemets répondu avec des gugus qui vomit. Je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais tout ça pour susciter de l'intérêt. Vous me l'avez dit, du coup je vous le dis quand même. Mais ce n'est pas tout. Cette fois-ci, c'est sa tenue vestimentaire portée lors d'une vidéo aux côtés de sa fille qui a suscité des réactions. Entre les fausses accusations, les rumeurs de faux couples avec ses fausses stories, les accusations de sorcellerie qui refont surface, Carla Moreau, elle fait beaucoup parler d'elle, mais elle semble déterminée à se concentrer sur sa vie de maman et sur sa vie de femme indépendante. Elle est très active sur les réseaux, notamment Instagram, et elle a joué avec les attentes de ses abonnés en publiant une photo d'un ventre arrondi il n'y a pas longtemps en écrivant baby, évidemment. Pourquoi? Pour faire parler d'elle. Et c'est vraiment un truc qui est de plus en plus courant chez Carla Moreau et que je trouve vraiment dommage en fait, sans vous mentir, parce qu'elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin de faire ce genre de story pour faire parler d'elle et je trouve vraiment que c'est dommage. Bref, cette fois-ci c'est son look qui est venu alimenter une nouvelle polémique. On est sur une vidéo qu'elle a partagée sur les réseaux, elle présente son look du jour accompagnée de sa fille qui a énuméré les marques qu'elle porte. Donc on voit Fashion Nova avec une combinaison noire et blanche avec un grand nœud et un décolleté. Les internautes, ils ont jugé la tenue. Ils ont dit que la tenue, elle était inappropriée, notamment pour une apparition en public avec sa fille. On a des commentaires sous la publication qui disent « Faut vraiment que vous changiez de styliste, car là, il faut arrêter, c'est plus possible, tu fais de la peine. » Honnêtement, je défends pas Carla par rapport aux fausses stories, mais par rapport au look, au physique de quelqu'un, aux envies de porter des vêtements, je trouve que c'est vraiment culotté d'aller critiquer ça. Alors, je comprends pas non plus le c'est osé pour être avec ta fille. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a que moi que ça dérange? Ça relance quand même des débats sur l'image de Carla qui est souvent mise sous pression à cause de ses choix pro et de ses choix perso. La question se pose, comment est-ce que Carla réagira à tout ça? Il est évident que malgré sa popularité et son indépendance, Carla continue d'évoluer sous le regard de tout le monde. Chaque publication est scrutée, chaque story est analysée et chaque fois on parle d'elle. Je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis, mais je vous avoue que quand ça parle des habits, du look, etc., je trouve que c'est dommage. On se fait un look du jour. C'est qui démarre? Ta 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 ta. Ah voilà, on a tous été étonnés là. Sur le moment, on s'est étonnés qu'elle veuille me faire passer en première. On est d'accord ou pas? Oui. Faites un commentaire en levant le pouce si c'est le cas. Alors vas-y, dis-nous. Alors, les chaussures Adidas. La jupe Zara. La veste Bibi Blush. Les colombes Casedonia. La jupe Zara. Et les petits chouchous Shein. Alors, pour ma part, nous avons une full tenue de chez Fashion Nova. C'est une combinaison qui est vraiment incroyable. Et un rouge à lèvres. Il a une combinaison qui est vraiment incroyable avec des petites chaussures. Il faut absolument que je vous les montre. Regardez-moi ce petit détail. Regardez-moi ces petits bijoux. Non, mais je suis complètement fan du produit. Trop belle. Ah, Et merci. moi, Toi, 10 sur 10. toi, 420. Ok, on va dire que c'est comme si c'était 10 sur 10, ok? Allez, bisous! Quand on dit maman, on pense aussi à Kim Glo. Et Kim Glo, cette semaine, elle a fait un appel à l'aide. Et cet appel à l'aide, il a fait beaucoup de bruit. Kim Glo est quelqu'un qui est connu pour ses prises de position assez tranchées.
notamment par rapport à sa fille, Talia, née en novembre 2023, et elle a fait pas mal de petites phrases et pas mal de petites demandes qui ont dit que les femmes... Il y a eu beaucoup de réactions, je vous raconte, j'ai mélangé ma phrase. Depuis la naissance de sa fille, Kim partage de nombreux aspects de sa vie de mère sur les réseaux. Elle est très investie dans son rôle de maman, elle n'hésite pas à donner son avis au niveau de la maternité, même lorsqu'il s'agit de critiquer les choix des autres. Les remarques de Kim sont souvent perçues comme une maman parfaite. Je vous rappelle qu'elle ne donne pas de gâteau industriel à ses enfants, elle leur fait à son enfant, elle lui fait de la compote de pommes et des biscuits sans gluten, sans farine, sans sucre, sans œufs, sans rien. Cette fois-ci, c'est son comportement vis-à-vis de sa fille qui a choqué, parce que dans une vidéo partagée sur les réseaux, Kim, elle exprime son dégoût lorsque d'autres personnes touchent sa fille. Elle confie qu'elle ne supporte pas qu'on l'embrasse, qu'on la porte et qu'elle ressent une grande angoisse à chaque fois qu'une personne approche sa fille. Elle dit peu importe qui c'est, quand on l'embrasse, quand on la touche, ça me rend malade, ça me dégoûte. Avant d'aller plus loin, je précise, parce qu'on a vu cette vidéo, que Kim ne parle pas simplement des gens dans la rue, des inconnus qui ne connaissent pas sa fille. Elle parle aussi des membres de sa famille, de ses amis, de ses proches. Et c'est à partir de là où ça peut vraiment devenir un peu extrême. Elle dit que quand c'est elle et sa fille, tout va bien, mais que dès que quelqu'un d'autre porte sa fille, elle ressent un truc qui la ronge de l'intérieur. Elle a peur des microbes, des postillons, des virus. Il y en a beaucoup qui comprennent l'inquiétude maternelle face aux risques sanitaires, mais il y a quand même une grande partie des internautes qui a été choquée par son discours. On a des commentaires qui disent que Kim pourrait souffrir de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs, et que son comportement est assez excessif. Il y a aussi des abonnés qui ont recommandé qu'elle consulte un professionnel pour l'aider à surmonter ses angoisses, et vraiment rien de péjoratif, vraiment de très bons conseils bienveillants. Je cite, je pense qu'il faut consulter, c'est un TOC qui peut s'améliorer. Une psy pourrait vraiment aider. Il y en a d'autres qui disent ça va être compliqué par la suite, mais il y en a quand même qui soulignent que les réactions de Kim peuvent être compréhensibles. Mon avis par rapport à ça, c'est que je comprends Kim par rapport aux personnes dehors, par rapport aux inconnus, par rapport aux personnes qu'elle ne connaît pas, mais je pense que la famille, les amis, si la petite a envie en fait d'être portée par eux, elle peut, tu vois. Il y a aussi autre chose qui avait été mis en avant, c'était par rapport aux maladies. En effet, il me semble qu'un enfant doit comment dire, j'ai pas les mots, mais développer des anticorps lui-même pour pouvoir se défendre et avoir des défenses immunitaires. Si Kim empêche tout le temps sa fille d'être malade, et elle va le dire dans la vidéo, elle n'a jamais été malade, la petite n'aura pas suffisamment d'anticorps et le premier truc qui va lui tomber dessus, à l'école, à la crèche ou peu importe, ça va vraiment l'impacter. Et je trouve que ça peut être dangereux et ultra contre-productif. En tout cas, Kim a sa vision de la maternité et ça ne laisse personne indifférent. Son discours divise, on a un instinct protecteur qui est pour certains compréhensible et pour d'autres une partie d'excès. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que Talia reste un sujet de discussion récurrent parmi les abonnés, à savoir comment est-ce que Kim va continuer de naviguer entre tout ça. Je vous laisse écouter. J'ai besoin de vous les mamans comme moi parce que là j'ai un moment où j'ai besoin de lire en fait que je ne suis pas seule, que j'en suis sûre que je suis pas seule, qu'il y en a d'autres qui ressentent la même chose que moi. Moi, je ne supporte pas en fait qu'on touche ma fille. Peu importe qui c'est, que ce soit famille, amis, des proches, quand on l'embrasse, quand on la touche, ça me rend en fait malade. Ça me dégoûte et j'ai l'impression de voir tous les microbes, les postillons voler vers elle. J'ai envie de l'arracher des bras en fait, des gens qui... Parfois, je dois me serrer les poings, en fait, tellement ça m'énerve. Je m'enfonce les ongles dans la main, tellement ça m'énerve. Je sais qu'il y en a certaines, elles comprendront jamais, hein, celles qui laissent leurs enfants à tout le monde, qui n'ont pas cette angoisse. D'ailleurs, j'ai pas besoin de leur jugement et je veux même pas qu'elles commentent. J'ai pas besoin de ces mamans-là pour l'instant parce que être jugée, ça me sert à rien. C'est déjà assez dur comme ça, donc voilà. Mais je sais que vous, il y a des mamans comme moi, certaines, celles qui ressentent la même chose que moi, bah dites-le moi en commentaire juste pour me rappeler que je suis pas seule, parce que des fois j'ai l'impression d'être anormale, mais au fond je sais qu'on est plusieurs à être comme ça, hein. Je suis pas la seule au monde sur cette terre à être comme ça. Et oui, c'est peut-être horrible à dire, mais je préfère encore voir ma fille par exemple faire un câlin à Tiger plutôt qu'à certains humains. Ça, lui, c'est une bonne immunité, c'est un bon renforcement immunitaire. Elle est au top du top, la preuve, en 16 mois, elle n'a jamais été malade, je touche du bois.
Alors que les humains, ça refile tous les virus et certains disent que c'est normal, mais non, c'est pas normal. Enfin bref, si toi aussi tu ressens ça, laisse-moi un message juste pour qu'on se soutienne entre mamans. Voilà, entre mamans qui se comprennent pour que de toute façon les autres on se comprendra jamais. Donc voilà, j'avais envie de soutien, juste envie de lire, t'es pas seule, je suis comme toi. Voilà. Je termine le top actu avec Greg Yega. Je pense que vous avez vu ça passer, tout le monde en a parlé, le retour de Snapchat et puis finalement le déretour de Snapchat. Je vous raconte. On commence par Jazz. Depuis plusieurs années, Jazz Correa est une figure majeure de télé. Elle a fait un récent retour sur Snap après une longue absence qui a relancé la polémique par rapport à Greg, qui lui n'a jamais pu récupérer son compte. On a aussi Ilan Seteo qui a réagi à cette situation et qui a dénoncé une injustice. Je vous raconte dans les grandes lignes. En 2021, Jazz a été frappé par une décision inattendue de la plateforme. Son compte Snapchat a été supprimé sans préavis. Une sanction qui a choqué sa communauté et soulevé de nombreuses questions dans le milieu de la télé. La plateforme avait pris cette mesure suite à la promotion de services de trading par Jazz, une activité interdite par Snap et interdite maintenant dans le monde de l'influence. C'est une action qui a été justifiée au regard de la plateforme, mais Jazz, elle avait contesté. Elle avait dit « Je comprends pas pourquoi je n'ai pas eu qu'un simple rappel à l'ordre ». Rappelez-vous, dans la GLC, elle avait même été toquée directement au siège social de Snapchat pour essayer de récupérer son compte. Dans des interviews, elle avait exprimé son incompréhension face à la politique de régulation des réseaux. Selon elle, les influenceurs sont laissés à eux-mêmes, sans directive claire, le culot, et les sanctions semblent appliquées de manière irrégulière. Pour Jazz, même les agences ne peuvent garantir que leurs clients ne seront pas bannis, ce qui rendait la situation plus complexe pour elle. C'est un bannissement qui a eu évidemment des répercussions importantes sur sa carrière et ses finances, puisque Snapchat était une source majeure de revenus. Elle avait partagé qu'elle avait dû revoir son mode de vie en raison de la suppression de son compte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais attends, ce n'est qu'un compte Snapchat, etc. » Alors, c'est pas pour défendre Jazz, mais là, si YouTube saute, j'ai plus de travail. Vous voyez ce que je veux dire. Récemment, elle avait réussi à récupérer son compte, un événement qui avait créé pas mal de bruit dans le milieu. Son retour a été un soulagement pour elle, mais ça a été frustrant pour Greg, Ilan et tous celles et ceux qui n'ont pas pu récupérer leur compte. Après spoiler alerte, son compte a déjà ressauté. Greg, effectivement, a aussi été banni en 2021 et il s'est exprimé sur les réseaux sociaux dans une vidéo dans laquelle il a poussé un coup de gueule. Greg a subi le même sort que Jazz, mais lui, il n'a pas pu récupérer son compte, même s'il a été banni pour des raisons similaires. Selon lui, la réactivation du compte de Jazz est incompréhensible, inégale, d'autant plus que lui, il n'a jamais pu récupérer son Snap malgré les lettres et les courriers qu'il a envoyés selon ce qu'il dit. Ce n'est pas tout, on a aussi Ilan qui a été banni en 2021. Il n'y a pas de possibilité de réclamation ou de recours et il a déploré le manque de transparence des décisions prises par Snapchat et il a dénoncé ce qu'il considère comme une atteinte à la liberté d'expression. Ilan a dit « Je jette une bouteille à la mer ». Selon lui, son ban sans préavis et la suppression de ce compte, c'est quelque chose qui a été aussi négatif pour sa carrière. Il appelle donc via des stories écrites à une politique plus juste et moins discriminatoire où les sanctions seraient progressives et appliquées de manière uniforme. Il dit « Les réseaux sociaux, ça doit être pareil pour tout le monde et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu à la tête du client. Et ça, c'est pas normal. » Les réactions de Greg et Ilan soulignent une problématique assez large, celle de l'égalité des traitements, de la transparence et des règles sur les réseaux sociaux. En fait, Greg, Jazz et Ilan ont subi tous les trois un ban, Greg et Jazz en plus pour la même chose, et Jazz a pu récupérer son compte. Après, est-ce qu'elle a le bras long? Est-ce qu'elle a enfin réussi à pouvoir atteindre le siège social de Snap? J'en sais rien, mais c'est une situation qui a interpellé Jazz, qui a réussi à récupérer son compte, étant donné qu'on voit qu'elle aurait été favorisée, mais je sais même pas en fait. Jazz s'est défendue, elle a dit que son retour sur Snap c'est pas un privilège mais que c'est un simple retour à la normalité après une période de difficulté. Elle a dit qu'elle a été victime d'une décision disproportionnée de la part de la plateforme et qu'il lui était désormais nécessaire de retrouver son compte pour poursuivre sa carrière. Mais du coup, pourquoi est-ce que Greg et Ilan ne l'ont pas retrouvé? Est-ce que eux c'était quelque chose de plus grave? Est-ce que Jazz c'était vraiment tout simplement quelque chose de disproportionné? Je sais pas. Mais il y a beaucoup d'accusations de favoritisme et d'injustice qui ont été exprimées sur
surtout par Greg et qui souligne une méfiance grandissante envers la manière dont les plateformes peuvent traiter les personnes sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que le retour de Jazz sur Snap, c'est loin d'être simplement une anecdote, c'est quelque chose qui a fait parler comme Jaja. Pour certains, c'est une chance, pour d'autres, pourquoi est-ce qu'elle est de retour? Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, son compte a déjà ressauté. Après, peut-être au moment où je parle, son compte a été réactivé, mais le retour de Jazz n'a été qu'éphémère et a permis à Greg de réagir. Je vous laisse regarder. Vraiment, j'ai envie de pousser un coup de gueule, tout simplement. Voilà, parce que là, je viens de voir que Jazz a récupéré son Snap depuis 2021, elle n'avait plus de Snap. Et je viens de voir qu'elle a récupéré hier, tout simplement. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien du tout. Mais moi, je trouve ça tellement injuste parce que moi, depuis 2021, je n'ai plus mon Snap. Voilà, moi, on m'a enlevé mon Snap tout simplement parce que j'ai fait des placements produits dont une agence m'a demandé de faire des placements produits, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai été banni de Snap. Et là, je trouve ça tellement injuste, en fait, tout simplement, que moi, j'ai été banni la même année que Jazz, tout simplement. Attention, il n'y a pas de jalousie. Je suis très content qu'elle ait récupéré son Snap. Mais moi, je vous dis la vérité, je trouve ça tellement injuste parce que moi, ça fait 4 ans que je combats, tout simplement, pour récupérer mon Snap. Et j'ai 0 retour. Tout simplement. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Nous allons passer tout de suite à mon avis sur. Mon avis sur The Power saison 2. C'est maintenant sur MTT et je pense que ça va vous intriguer. Alors vous le savez, pour mon avis sûr, je n'ai absolument pas de script et cette fois-ci on parle de The Power saison 2 qui arrive le 7 avril d'ailleurs directement sur W9 et M6+. Est-ce que j'ai hâte de cette émission? Oui. J'ai absolument hâte parce que je trouve que c'est un des jeux les plus réussis sur W9. Mais vous m'avez demandé notamment mon avis par rapport au casting parce que c'est vrai qu'on a des persos qui vont être hauts en couleur. Alors déjà, est-ce que j'ai hâte de voir Vincent Queijo? Absolument pas. J'ai pas hâte de le voir dans The Power saison 2. Sarah Frézou, on m'a demandé aussi. Honnêtement, pourquoi pas? Parce qu'elle a beaucoup changé depuis ses dernières télés au niveau comportement. Donc hâte de voir ce que ça peut donner dans un jeu comme celui-ci. Les personnes que j'ai le plus hâte de retrouver, ça va être Mélanie Lady Gama, Manon Tanti, même Giovanni. J'apprécie pas le personnage, mais je pense que dans un jeu comme ça peut être super intéressant. J'ai vu aussi qu'il y avait des personnalités que je ne connaissais pas, comme Shona et 2-3 garçons. Et est-ce que j'ai hâte de voir Vivian? La réponse est on verra. Ce que j'espère surtout dans cette nouvelle saison de The Power, c'est qu'on soit comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'on soit vraiment focalisé sur le jeu et non pas sur les relations entre les personnes. L'année dernière, ce qui a fait la principale force de cette émission, ça a été vraiment qu'on soit focus sur le jeu. Et uniquement le jeu et rien que le jeu. Pas de relation amoureuse, pas de relation amicale, pas de machin, pas de bidule. On était sur une pure stratégie. Et je trouve que c'est ça qui a fait que The Power a été un véritable chef-d'œuvre finalement, sans se mentir. Donc est-ce que j'ai hâte? Oui, en plus je vais pas vous mentir, je trouve que les apprentis, ça commence à être assez long. Et mon avis global sur ce qui va être The Power saison 2, je pense que ça peut être intéressant. J'ai vu aussi qu'on était plus sur les petites poupées, les petites figurines. Je crois que maintenant on est sur une sorte de qui est, donc on verra bien ce que c'est. Peut-être qu'il y a eu une dynamique différente dans la partie. Si c'est le cas, écoutez, tant mieux, on aura des nouveautés. Mais franchement, moi j'ai hâte. J'ai vu que vous, pas trop. Mais je pense que ça va être une émission qui va être super trop bien, ça veut rien dire. Mais une émission qui va être bien et que je vais pouvoir faire pas mal de petits sujets dessus. Donc voilà pour mon avis sur The Power saison 2 parce que vous me l'avez quand même demandé. Donc je vous le donne. Mais franchement, j'ai hâte et j'espère qu'on aura aussi des petites surprises, des invités surprises. Peut-être le retour de Maïsan pendant une ou deux journées. J'en sais rien, mais ça peut être super intéressant. Vous me direz si vous avez hâte maintenant que je vous ai donné un avis un peu plus objectif que simplement le casting. Mais perso, franchement, je pense que ça va être bien. Et hâte de voir qui va gagner. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. On va passer au cœur actu. Le cœur actu aujourd'hui, il est chargé. Franchement, j'ai jamais vu ça. Il est assez long, donc j'ai hâte de vous le présenter. Nous sommes à la moitié de l'émission. N'oubliez donc pas de liker et commenter pour soutenir avec l'algorithme et de vous abonner, c'est toujours pas fait. C'est parti, cœur actu sur MTT. C'est maintenant. Jingle. Je commence donc le cœur actu avec
Paga. Paga a fait un appel à l'aide parce que depuis l'arrivée de leur deuxième fille, Adriana, le couple Ju et Paga font face à des défis. Jongler entre leur rôle de parents, l'équilibre de leur couple et l'équilibre de parents avec 2 enfants en bas âge. La distance s'est installée peu à peu entre Paga et Giuseppa et tout ça, j'en avais parlé. D'ailleurs, il disait, il n'y a pas de problème entre nous, tout va très bien, mais on ne se voit pas, on ne fait plus rien ensemble. Paga doit aussi gérer un autre problème, les nuits infernales de leur fille aînée, Georgia. Depuis sa naissance, elle peine à trouver le sommeil et donc dans des stories, il s'est confié sur son immense fatigue après 3 nuits blanches. Il dit, c'est un combat que je mène, je vais tomber de fatigue, je ne sais plus quoi faire, je vous dis la vérité, je dors debout. Le matin, je me réveille, j'ai même pas envie de prendre mes réseaux, j'ai envie de rien faire. Il a été dépassé par la situation et il a récemment posté un TikTok qui explique l'ampleur du problème. Selon lui, le trouble du sommeil dont souffre Georgia concernerait seulement 2 à 3% des enfants et donc c'est quelque chose qui est complexe. Il dit qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont fait venir des professionnels, que la première experte avait dit j'ai rarement vu ça, c'est vrai que votre enfant est très compliqué, qu'il y a une seconde professionnelle qui est venue du Canada, qui a voulu faire, mettre en place une routine qui n'a pas fonctionné non plus. Et donc en fait il disait que c'était soit il dort avec sa fille, soit il faisait des nuits blanches et il a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Au-delà de son épuisement, il espère surtout retrouver un quotidien plus apaisé, pouvoir redormir dans le lit conjugal, mais entre la fatigue, les tensions du couple, l'absence de solution, eh bien le chemin pour Paga et Giuseppa semble assez long et mené d'embûches. Je vous laisse regarder, c'est un peu long, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me regardent, donc si jamais vous avez une solution pour Paga, donnez-la. Voilà famille, j'espère que vous allez bien. On va parler franchement. Je vais vous demander votre avis ou de l'aide concernant ma fille Georgia. Ma fille Georgia, depuis qu'elle est née, ça arrive sur des bébés, hein, il n'y a pas tous les bébés que c'est comme ça, mais 2 ou 3% de bébés qui naissent ont un problème avec le dodo. C'est le cas de Georgia. Donc on a tout essayé, on a même fait venir des professionnels, et pas qu'un, 2 professionnels qui sont venus pendant 1 semaine faire la routine à Georgia. Donc c'était une dame de Corse qui est venue pendant 1 semaine, elle nous a fait la routine, etc. Et elle nous a dit, j'ai rarement vu ça, c'est vrai que votre enfant est très compliqué. Ensuite, on a une deuxième qui est très très réputée et très très suivie, qui vit au Canada, qui s'est déplacée exprès du Canada pour venir 1 semaine chez nous, pareil, pour faire la routine à Georgia. Et elle a dit, j'ai rarement vu ça, c'est très compliqué. Donc, en ce moment, on entend beaucoup dire, oui, mais Paga, il dort avec sa fille, c'est pas normal, etc., etc. Je vous le promets que c'était soit je dors avec ma fille, soit je fais des nuits blanches tous les jours. On a tout essayé. Il n'y a rien qui marche. Je vous dis la vérité, il n'y a rien qui marche. De la routine, on a essayé de la coucher plus tard, plus tôt. La faire manger, pas de protéines le soir. De faire ci, pas de dessin animé le soir. La faire jouer pour qu'elle s'épuise. Le bain, le truc, le ci, le là, la lumière rouge, pas la lumière rouge. La petite, le petit son dans la chambre. Et patati, la température de la chambre pile poil, avec la gigoteuse, sans la gigoteuse, avec les doudous, sans le doudou. Tout, on a tout essayé. Il n'y a pas de solution. Je me suis dit, allez, ça fait 2 ans là que je dors avec elle. Bien évidemment, c'est contre mon gré, puisque j'aimerais plus dormir avec ma femme, vous comprenez bien, dans mon lit et mon matelas et ma slip. Bien. Le problème étant, c'est que Pichounette, je ne sais pas ce qu'elle a, je ne sais pas si c'est une hyperactive, elle n'aime pas la nuit. Donc j'ai encore essayé, j'ai réessayé aujourd'hui, enfin cette nuit, et ça ne fonctionne toujours pas. Alors, elle s'est réveillée 25 fois, j'ai dû faire des allers-retours 25 fois, elle a fait que pleurer, elle hurlait sur la caméra, donc je fais quoi? Je la laisse hurler pendant 2 heures, pas bon pour la santé de l'enfant, c'est jamais. 20 minutes à pleurer, mais des gros sanglots, assis sur son lit. Vous comprenez bien que je suis un papa poule et que je ne peux pas me permettre de laisser pleurer ma fille comme ça, ce n'est pas possible. Donc, on va faire un truc, je vais vous demander des conseils. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Commencez pas à me dire, moi, c'était dur, j'ai laissé pleurer ma fille. Moi, je peux pas.
Nous reparlons de Rim à la fin de l'émission, mais elle s'est confiée à travers une petite FAQ sur Instagram et vu qu'elle est très suivie sur les réseaux, elle a profité de cette question-réponse pour partager son état d'esprit quant à l'amour et aux relations amoureuses. Bien qu'elle soit actuellement célibataire, elle n'est pas fermée à l'idée de se remettre en couple. Toutefois, elle reste prudente et elle privilégie une approche réfléchie et sincère, loin des relations superficielles et de la pression sociale. Rim a tenu à clarifier sa vision du célibat, qu'elle ne considère en aucun cas comme une période de manque ou de je suis incomplète. Elle dit « Je suis bien seule car être seule ce n'est pas être incomplète mais entière. Mais si je trouve quelqu'un d'aligné à moi, ce sera le bon moment et la bonne personne. » Ces mots illustrent parfaitement sa philosophie de vie. Pour elle, l'amour ne doit pas être une quête effrénée ni une nécessité, mais une rencontre qui survient naturellement et au bon moment. Les internautes se sont bien rendus compte que tout le monde se posait des questions sur le fait qu'elle allait potentiellement refaire sa vie depuis sa séparation en 2023. Mais ça n'a pas été le cas. Et par conséquent, Rim, elle est tout simplement là et elle vit sa vie. Elle dit « Le jour où je vous annoncerai que je suis en couple, ce sera avec l'homme de ma vie, celui avec qui je voudrais construire, avoir d'autres enfants, évoluer ensemble et nous pousser mutuellement à être meilleurs. » Elle insiste sur l'importance d'une connexion profonde et durable, loin des mises en scène souvent associées au monde de la télé-réalité sur les réseaux sociaux. Rim dit qu'elle n'est pas prête à exposer sa vie sentimentale simplement pour alimenter l'attention médiatique. Elle dit « Ce n'est pas ma façon d'être, je préfère rester discrète et si un jour je m'expose, ce sera par amour, en accord avec ma vie et mes enfants. » Évidemment, on a aussi des questions par rapport à Vincent. Est-ce que Rim regrette quoi que ce soit? Est-ce qu'elle regrette d'avoir montré Vincent? Et elle dit « Je ne regrette rien car tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Même les décisions les plus difficiles, je les ai prises pour moi. Aujourd'hui, je ne ressens aucun regret car c'est grâce à ces choix que je suis devenue la femme que je suis. Je suis épanouie et surtout, je sais exactement ce que je veux et ce que je ne veux plus, et ça, c'est une vraie victoire. » En vrai, les mots de Rim, ils sont super forts et je trouve qu'ils résonnent très bien parmi plein de personnes, parmi des gens qui peuvent traverser des ruptures, parmi vraiment beaucoup de situations, et j'aime beaucoup entendre ce genre de mots. Avec cette déclaration, Rim prouve qu'elle est une femme forte, indépendante et en pleine maîtrise de son avenir sentimental. Si elle choisit un jour de partager à nouveau sa vie avec quelqu'un sur les réseaux, peut-être que ça voudra dire que pour elle, c'est le bon. Je vais vous parler un petit peu expérience perso. Vous le savez, je ne suis plus avec la personne avec qui j'étais et on me pose souvent la question sur Instagram notamment, est-ce que si je fréquente quelqu'un, si j'ai un nouveau copain, est-ce que je le montrerai publiquement, genre est-ce qu'on ferait des photos ensemble, des vidéos ensemble, etc. La réponse est je pense que non. C'est-à-dire que si je fréquente quelqu'un, je dirais pourquoi pas, oui, je fréquente quelqu'un. Cependant, je ne montrerai pas sa tête. Je pourrais montrer peut-être, je sais pas, un morceau de genou, tu vois, des choses dans le genre pour montrer que ça va, que je suis content et tout ça. Mais je ne pense pas afficher la personne parce qu'on ne sait jamais, en fait. Et mieux vaut préserver sa bulle. En tout cas, j'ai adoré les mots de Rim. Vous me direz ce que vous en pensez. Nadège Lacroix, ça faisait un petit moment. Mais depuis qu'elle est devenue maman en novembre 2024, elle vit un véritable bouleversement dans sa vie. Elle partage régulièrement des instants précieux avec son fils, Elio Romeo, sur les réseaux sociaux, mais ses abonnés sont nombreux à fondre devant la bouille adorable du petit garçon. Cependant, certains n'hésitent pas à critiquer les choix de Nadège, notamment une décision, celle de ne pas l'inscrire à la crèche. Excédée par les remarques répétées, elle a pris la parole le 18 mars sur Instagram pour remettre les choses au clair. Mais avant ça, un peu de contexte. L'année 2024 a été marquée par de nombreux changements pour Nadège. Elle avait officialisé sa relation avec Emmanuel, un candidat de marié au premier regard, et ensuite, elle avait annoncé avec enthousiasme qu'ils attendaient un enfant. Malheureusement, la relation prend fin dans des conditions difficiles avant la naissance du bébé et Emmanuel a choisi de ne pas reconnaître cet enfant qui est d'ailleurs son 3e enfant. Et donc Nadège assume toute seule son rôle de mère. Loin de se laisser abattre, elle a puisé toute sa force dans l'arrivée de son fils. Malgré un accouchement compliqué, elle vit aujourd'hui pleinement son rôle de maman et profite de chaque instant avec lui. Nadège a rapidement trouvé un équilibre dans sa nouvelle vie de mère célibataire. Elle reste très active sur les réseaux, elle partage son quotidien avec transparence et elle aborde sans filtre ses joies et ses doutes. Parmi les sujets qui suscitent des réactions, le choix d'élever Elio Romeo sans l'envoyer en crèche. Il y en a beaucoup qui la soutiennent et il y en a d'autres qui s'inquiètent du développement social du bébé et agacée par tout ça, Nadège, elle a décidé de péter un câble. Le 18 mars, elle utilise son compte Instagram pour répondre directement aux critiques. Dans une story, elle s'appuie sur les travaux d'Héloïse Junier, docteur en psychologie. Elle dit « Gardez vos conseils de sensibilisation, c'est du flan, c'est prouvé ». Nadège a aussi précisé qu'elle juge absolument pas les parents qui font un choix différent que le sien parce qu'elle comprend en fait que certains n'ont pas d'autre alternative. Elle dit « Attention, loin de moi
moi l'idée de culpabiliser les parents qui n'ont pas le choix, mais je veux juste que vous lâchiez ma veste. C'est pas la première fois que Nadège évoque son attachement profond à son fils. Le mois dernier, elle avait déjà confié à sa communauté qu'elle redoutait l'idée de devoir un jour se séparer de lui. Elle disait, il y a des copines à moi, à 3 mois, elles ont laissé le bébé pour aller travailler. Hop, la crèche, demain matin, 8h. Et c'est un scénario qui est inimaginable pour elle, qui est beaucoup trop accrochée à son enfant. Nadège sait ce qu'elle veut pour son fils. Elle ne compte personne, elle ne compte pas... J'arrive plus à dire. Elle ne compte pas laisser quelqu'un dicter sa conduite. Elle est très protectrice envers son enfant. Est-ce que c'est pour la bonne chose après ou non? Ça, vous me le direz. Moi, j'ai pas d'enfant, je peux pas juger. Malheureusement, il y a aussi des personnes pour qui l'épreuve d'avoir un enfant, ça peut être compliqué. Et ici, je vous parle de Nico et Steph. Alors attention, je place un petit trigger warning de fausse couche. Je sais que c'est un sujet qui peut vraiment toucher beaucoup de gens. Mais Nico et Steph vivent actuellement une période assez difficile. Ils se réjouissaient de la perspective d'agrandir leur famille, mais le destin en a décidé autrement, étant donné que Stéphanie a pris la parole le 17 mars pour partager une nouvelle bouleversante. Elle a fait une fausse couche après 11 semaines de grossesse. Et face à cette perte, eh bien, le couple a décidé de briser le silence et de prendre aussi un peu de recul. Depuis plusieurs mois, Nico et Steph filent le parfait amour. Tous les deux sont déjà parents issus de précédentes relations et ils nourrissaient ensemble le désir d'agrandir leur famille. Une nouvelle grossesse aurait scellé leur amour et marqué un tournant décisif dans leur relation. Et il y a quelques semaines, Steph avait laissé sous-entendre, lors d'une plaisanterie adressée à son compagnon, qu'un heureux événement serait en préparation. Malheureusement, cette joie anticipée a été brutalement interrompue après une période de silence inquiétant sur les réseaux. Stéphanie, elle a annoncé qu'elle a perdu son bébé à la fin de son 3e mois de grossesse. C'est un témoignage bouleversant et sincère qui a ému sa communauté et qui lui a apporté d'ailleurs un soutien immense là-dedans. Dans un long message sur Instagram, elle partage donc ses sentiments. Elle dit « Cette semaine a été particulièrement difficile pour moi. Lundi passé, en fin de journée, mon gynécologue m'a annoncé que ma grossesse s'était arrêtée. J'ai fait une fausse couche après 11 semaines. » Évidemment, elle n'a pas caché sa douleur. Elle a souvent renvoyé l'image d'une femme forte et indépendante et elle a décidé cette fois-ci d'être totalement transparente. Elle dit « Je sais que beaucoup de femmes me suivent et en tant qu'influenceuse, je ressens une certaine responsabilité. Il est important pour moi de montrer la réalité, même lorsqu'elle est douloureuse. La fausse couche est une expérience que trop de femmes traversent en silence, souvent entourées de solitude et de tristesse. J'espère que mon témoignage pourra aider celles qui vivent cette douleur. » Nicolas a aussi été très affecté par cette perte. Il a fini par s'exprimer. Il a dit « Je n'ai pas trop envie de m'exprimer sur ce que je ressens actuellement. Une douleur immense est en moi. Perdre un bébé, même si ce n'était qu'une toute petite chose, ça reste une perte et c'est un moment extrêmement difficile à traverser. » Évidemment, il a quand même tenu à remercier sa communauté d'être présente pour lui. Il a aussi dit que heureusement qu'il y a son fils qui est le centre de son monde, sinon quoi, il serait vraiment encore plus dévasté. Et ce sont des mots qui résonnent évidemment dans beaucoup de situations et de relations où malheureusement c'est compliqué d'avoir un enfant et parfois ce genre de choses arrivent. Il me semble qu'on m'a dit en live que malheureusement il y avait une grossesse sur 3 qui pouvait finir en fausse couche. Cependant, même si le chemin du deuil sera long et qu'ils vont certainement réessayer par l'avenir, il y a quelque chose qui m'a dérangé. On m'a envoyé que Nico était en live et qu'il en reparlait en live et que il utilisait ça pour faire tapoter les gens. J'ai pas envie de voir ce côté aussi obscur. Cependant, il était quand même en live, il parlait de ça et en même moment, il demandait à tapoter pour les matchs, pour tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je pense qu'en live, effectivement, il peut raconter tout ce qu'il veut, mais le faire sans Steph à ses côtés, alors que ça la regarde elle et on sait pourquoi ils sont en live, je trouve que c'est dommage. Je vous laisse regarder. J'ai envie de relever la tête. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Vaut mieux prendre un peu de recul. Vous voyez? Alors oui, je suis toujours avec Steph. Si vous posez la question, je suis toujours avec Steph, tout va bien. C'est juste qu'on a été absent un petit peu ces derniers temps, pour la raison que vous savez. On n'a pas envie de s'éterniser là-dessus. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'ai pas envie de parler de ça. Donc voilà, est-ce qu'on peut tous tapoter? On va faire quelques matchs, hein? On va essayer de prendre un peu de plaisir, on va essayer de refaire un peu des matchs comme avant, on va essayer de passer à autre chose. Yacarelo, 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 yacarelo. Aïe, aïe, aïe. Merci en tout cas à tous pour vos messages. Est-ce qu'il y a des mots d'eau ou pas, quelqu'un qui sait venir? Les gens ils m'aiment pas mais ils restent ici, je comprends pas. Ils ont que ça à foutre leur misérable vie quoi. Je comprends pas. Hop. On a eu Rim qui se confie et Vincent également. Après sa rupture avec Marois, il a voulu briser le silence. Il s'est exprimé sans détour sur les nombreuses rumeurs qui le
concerne. Vincent est au cœur de multiples questions. Récemment, rappelez-vous, la vidéo partagée par Rafou Peps avait ravivé des soupçons. On voyait Vincent proche de Rim. Il n'en fallait pas plus pour que certains voient un possible retour de flamme. Vincent a dit que Rim s'était simplement arrêté pour saluer les enfants avant de partir. On a d'autres rumeurs qui ont pris de l'ampleur, notamment celle qui évoque qu'il serait en rapprochement avec des influenceuses qui sont les sœurs Tantôt. Vincent a fermement démenti ces bruits de couloir et il a dit qu'il était simplement dans une table en face d'elle pendant un déj avec Gabriel Ayuso, et ça on en a parlé la semaine dernière. Mais quoi qu'il en soit, Vincent il est la cible de nombreuses critiques. Il y en a beaucoup qui lui disent qu'il s'est remis trop vite de sa rupture avec Rim. Lassé des jugements, il a dit « Je pense que tout le monde a déjà vécu une rupture. Vous savez très bien que quand on a aimé, on peut pas se remettre comme ça aussi facilement. » C'est un message qui montrait que Vincent Queijo était là en mode « Non, je me suis pas remis vite, juste j'essaye d'avancer dans ma vie. » Il y a quand même des gens qui l'insultaient en disant « 35 ans mais un gros tocard. » Et Vincent il disait « Sachez que je suis en paix. » Et suite à ça, il a décidé de reprendre la parole en disant que le sport c'était sa thérapie, etc., etc. Et lors des échanges avec sa communauté, il y a une question qui a été posée. Où est-ce qu'il en est sentimentalement parlant? Est-ce qu'il est prêt à se remettre en couple? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ce que je trouve assez ironique dans un certain sens, c'est que on pose les mêmes questions à Rim et c'est pour ça que Rim s'est confié. Et je suis là en mode, mais même quand ils sont séparés et qu'ils n'ont pas forcément de contact, on va leur poser les mêmes questions. Il dit « Tout ce que vous avez vu sur les réseaux, comme quoi j'ai refait ma vie, c'est faux. J'ai pas tourné la page, loin de là, et encore moins refait ma vie sentimentale. » Sa priorité aujourd'hui n'est pas de se précipiter dans une nouvelle relation, mais de prendre du temps pour lui et pour ses filles. Il veut préserver leur équilibre et leur bien-être avant toute autre chose. Et dans cette quête de stabilité, il trouve dans son rôle de père une véritable source d'apaisement. Malgré sa mise au point sincère et détaillée, reste à savoir si tout ça pourra suffire à calmer les spéculations sur sa vie privée. C'est vrai que les influenceurs sont toujours scrutés à la loupe. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce qu'il essaye de jouer là-dessus? Est-ce qu'il veut déjà se remettre en couple? Est-ce qu'il y a vraiment un rapprochement? Qu'est-ce qu'on sait finalement? Vincent espère sans doute recentrer l'attention sur son cheminement personnel plutôt que sur les suppositions autour de lui. Vous savez que j'apprécie pas trop le personnage, cependant il vit quand même une période compliquée de rupture, et j'espère sincèrement qu'il arrivera à s'en remettre parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans sa tête et dans son cœur qui méritent qu'il prenne du temps pour lui et pour ses filles. Je vous laisse. D'accord. Mais bon, comment va ta vie sentimentale? Comment va ma vie sentimentale? C'est pas le bordel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est pas le bordel. Tout ce que vous avez vu là sur les réseaux, les sites, comme quoi j'ai déjà tourné la page, j'ai refait ma vie, c'est faux. Et je n'ai pas tourné la page, loin de là. Et encore moins refait ma vie sentimentale. Pas du tout. Donc voilà, t'as l'air apaisé. Oui, et bah si je suis apaisé, c'est le plus important. Ça t'arrange au moins? Ça parle de toi? Ah non, moi ça m'arrange pas du tout qu'on parle de moi, sache-le. Comment vont tes girls? Très bien. Tu vois souvent tes filles? Bah ouais, là je les ai tout le mois. Et sinon je les vois une semaine sur deux, bien sûr. Bon, tu veux pas changer de style de barbe? Mais les amis, je peux pas changer. J'aimerais changer de style de barbe, mais je peux pas parce que si je rase là, moi, ça va repousser encore plus fort. Mais j'aimerais juste avoir un bouc, juste avoir une moustache. Mais c'est complicado pour moi. Donc voilà, je vais demain chez le barbeur, de toute façon. Tu parles couramment portugais? Bah, j'ai beaucoup perdu de mon portugais, je me suis rendu compte aujourd'hui, j'ai rencontré des portugais, j'ai beaucoup perdu. Mais ça va. Emin et Maïsan, et oui, il y a un update. Après plusieurs semaines de rumeurs, justement, Emin a pris la parole. On a été sur une relation marquée par des hauts et des bas, et on a des premiers signes de tension qui sont arrivés au réveillon 2025. Maïsan célébrait les fêtes à Courchevel, et il y a la vidéo d'Emin avec plusieurs femmes à Dubaï qui a fait le tour des réseaux sociaux. Jazz aussi s'en était mêlée en tentant de calmer les choses, et Maïsan elle était exaspérée. Elle avait dit « Ça m'énerve de voir mon mec dans le snap des filles ». Elle avait choisi de prendre du recul, elle avait déserté les réseaux sociaux, mais malgré les projets de vie communs qui étaient encore d'actualité quelques semaines plus tôt, la relation ne tenait plus. Invitée par Laura Lempicka pour le Lolo Baby Show, Emin a confirmé la rupture d'une manière qui lui est propre. Il a dit « Maïsan et moi, ça a toujours été des hauts et des bas, là on est sur un bas, sous-sol, carrément au moins un. On ne se parle plus, c'est vrai, mais personne ne déteste personne. » En fait, il explique que selon lui, il y a un énorme problème de communication, qu'ils n'arrivent pas à communiquer, qu'ils n'arrivent même pas à mettre des mots sur ce qu'ils sont actuellement
actuellement? Est-ce qu'ils sont plus ensemble? Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Il n'en sait pas, il n'y a pas de dialogue depuis plusieurs jours maintenant. Il a aussi reconnu que leur relation était de plus en plus compliquée, évoquant des incompréhensions justement, mutuelles qui rendaient leur quotidien difficile. Selon lui, ils sont même arrivés à se demander comment ils avaient réussi à tenir 3 ans dans ces conditions. Emin a officialisé la rupture, mais il n'a pas fermé la porte à un éventuel revirement de situation. Leur relation est marquée par des séparations suivies de réconciliations. Peut-être que là aussi ce sera encore le cas. Alors perso, j'ai trouvé ça trop triste parce que moi j'étais trop content qu'ils se remettent ensemble, même s'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Maïsan elle se rejetait littéralement dans la gueule du loup, pardon l'expression. Je trouve que c'est trop triste que il y ait vraiment encore ces problèmes de communication et que machin et que ça marche pas. J'ai aussi vu effectivement que Maïsan aurait empoisonné Emin pour fouiller dans son téléphone. Alors là par contre non, tu vois, c'est pas possible. Il l'a dit plusieurs fois et c'est quelque chose que je trouve absolument pas possible. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là parce que Emin a été vu avec Yousra qui est, si j'ai bien compris, une connaissance de Maïsan, et Maïsan a réagi à tout ça avec son répondant et c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Je vous laisse regarder. Vous savez, j'ai fait un constat. Il y a une part dans ma vie où les gens, ils avaient quand même un certain niveau de respect pour moi, dans le sens où ils savaient que s'ils tiraient trop sur la corde, il y a un moment donné où ma soupape de décompression à moi, elle sautait et que j'allais dégainer. Du coup, ils évitaient de trop venir me chercher des poux pour pas que je parte en toupie comme ça. Et ça m'allait très bien. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que j'essaie de me canaliser un peu plus, voilà, de prendre sur moi, de prendre de la hauteur, d'être plus mature. Ça, non. Ça me va pas. Moi, c'est pas parce que je fais du yoga, je suis pas rime. Je suis pas comme ça dans la maturité, dans la compréhension et tout. Non. Je fais des ulcères, moi, ça me travaille beaucoup. Et les gens, ils ont profité de ce moment de calme et de plénitude dans ma vie pour laisser libre cours à leur imagination, quoi. C'est l'autoroute de la liberté, on dit tout et n'importe quoi, on prend pas de pincette, on y va. Donne son avis alors qu'on n'a pas posé la question, tout va bien. Compliqué, c'est compliqué de rester zen, vraiment. Et croyez-moi que quand même je prends les choses avec beaucoup d'objectivité et de recul, comme je suis pas une débile, je suis pas aveugle. Je comprends bien que le problème c'est mon mec qui a décidé d'avoir plus de copines qu'il n'y a de meufs dans un concert de Taylor Swift. Voilà, je sais pas ce qu'il essaie de faire, un girls band, c'est des Blackpink, je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est la personne que j'ai décidé d'aimer, que je prends avec ses qualités et ses défauts, c'est comme ça, même si je me gêne pas pour lui dire que quand même, les L5, faut pas déconner non plus, je pousse un peu le bouchon. Mais des fois, je me dis, de fille à fille, pourquoi il n'y a personne parmi les Pussycat Dolls, là, il n'y en a pas une qui se dit quand même, on va doser? Je sais pas. Et après, je réfléchis encore et je me dis, bon, peut-être on n'a pas les mêmes principes, peut-être que c'est que moi, la folle, qui ai trop de respect pour les gens, que ça ne m'arrive jamais de filmer sous tous les angles, tous les jours, dans la story, de long en large en travers, un seul mec, le seul qui est en couple. Peut-être que c'est moi qui suis trop comme ça et qu'on n'a pas les mêmes principes, d'accord. Mais là, en ce qui concerne Yousra en particulier, on parle quand même de la personne qui nous a sorti la morvelle en 4K, d'accord, sur le téléphone, sur l'iPhone 16, les grands sanglots, les grosses larmes, parce que son large mari, il a fait un coucou de la main à Soukaina. On parle de cette personne. Donc, tu fais aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, en pire. C'est-à-dire, toi, tu prends le téléphone, la story des gens, tu vas jusqu'à dire, ouais, ben non, mais qu'est-ce qu'il fait en France? Il est pas épanoui, il a rien à faire là-bas, c'est ici sa vie, machin. Non. Alors que tout le monde sait que, genre, il est venu en France pour moi, que même lui, il a dit. Et puis, même au-delà de ça, je sais pas, le gars, il a une famille, c'est pas un orphelin. Moi, je suis à daronne, à la limite, je viens, je te mets une gifle. Voilà, comme ça, c'est fait. Je comprends pas. En fait, les autres meufs, je sais pas comment elles pensent. Donc, allez, je peux me dire, ok, c'est pas grave, elle réfléchit pas pareil que moi. Mais elle, en particulier, jusqu'à, tu vas te rouler par terre en full HD pour un bonjour. Et toi, tu fais comme ça? Non. À un moment donné, c'est pas... Faut pas trop m'en demander aussi. Je suis pas Gandhi, je suis pas Feng Shui, je suis pas... C'est trop. J'ai aussi vu que Yousra avait réagi à tout ça directement et que, en gros, elle explique que Maïsan se serait excusé, que les choses se seraient un peu apaisées et que c'était surtout un gros quiproquo. Vous me direz si vous avez suivi tout ça. J'ai vu ça passer sur les réseaux et franchement j'ai trouvé ça très bien. Mélanie ORL, connue pour sa franchise, on va pas se mentir, a décidé de retirer ses injections aux lèvres. C'est une démarche qui marque un tournant dans son rapport à l'esthétique et qui a séduit ses abonnés. Ce retour au naturel intervient après une période assez éprouvante pour elle, entre ruptures douloureuses, complications liées au stress, accidents marquants survenus au Maroc. C'est vrai que depuis plusieurs mois, Mélanie ORL, elle traverse des moments assez compliqués et on a pas mal de mésaventures et de coups durs. Janvier 2022,
2025, elle avait affronté une nouvelle épreuve, la trahison de Nabil, candidat des 50 et de The Cerveau. Mélanie avait découvert qu'il lui avait été infidèle et comme si tout ça ne lui suffisait pas, elle avait dû faire face à des complications liées à ses injections, un effet secondaire du Botox qui lui avait laissé une marque sur le front, un problème qu'elle a rapidement attribué au stress accumulé ces derniers mois. Bref, Mel a aussi récemment partagé des épisodes inédits sur YouTube dans Mel Explore, dans lequel elle documente son voyage au Maroc et on a eu cette fameuse chute assez compliquée. Tout ça, on en a parlé. Vous le savez également certainement, Mélanie, elle n'a jamais caché le fait qu'elle avait eu recours à des injections pour modifier son apparence, mais après plusieurs années à modifier l'aspect de ses lèvres, elle a pris une décision radicale, faire dissoudre les injections. Dans une story, elle révèle le processus de dissolution, elle a partagé un premier aperçu du résultat, elle a quelques hématomes, mais elle dit qu'elle est ravie de tout ça. Et les commentaires positifs, ils ont afflué. On pouvait lire « Tu es tellement belle et naturelle, c'est hyper joli, même si tu étais déjà magnifique avant, une superbe décision, tu rayonnes. » Je vais pas vous mentir, en vrai, je trouve que ça lui va tellement mieux des lèvres naturelles. C'est un changement radical, mais qui ne signifie pas pour autant que Mel renonce totalement à la médecine esthétique. Elle dit qu'elle peut envisager de légères retouches, notamment pour redessiner le contour, afin de faciliter l'application du maquillage, mais qu'elle veut vraiment conserver ce volume naturel. Est-ce qu'on est sur un nouveau rapport à la beauté pour Mélanie ORL? Ça peut être possible. On va pas se mentir, on a de plus en plus de personnalités dans le milieu de la télé et de l'influence qui commencent à adopter une approche plus naturelle de la beauté. Mélanie, est-ce qu'elle s'inscrit dans cette tendance grandissante? C'est possible. Est-ce qu'on est vraiment sur un retour au naturel? C'est possible. Est-ce que la fin de l'ère chirurgie esthétique est enfin là? C'est possible aussi. Après, encore une fois, comme je vous l'ai toujours dit, chacun fait ce qu'il veut et on peut pallier à des complexes si jamais on a vraiment réfléchi à la chose. Mais on avait quand même beaucoup de candidats et de candidates surtout qui allaient faire des injections comme une addiction parce que ça en devient une. En tout cas, bravo Mélanie et bravo aussi de sauter le pas parce qu'il me semble que c'était quand même difficile pour elle au début et je la trouve magnifique comme ça. Je vous laisse regarder, j'ai trouvé une story chez Lily la Pestouille. Ouais, j'ai tout fait enlever. Attendez, je vous fais un zoom comme ça vous voyez bien. Par contre, vous voyez, il y a des endroits où c'est pas encore net bien lisse parce que j'ai des petits hématomes, mais ça va partir. Du coup, voilà, on voit bien que les lèvres sont vides. Il n'y a plus rien, c'est plus gonflé. Par contre, je pense que je vais refaire quand même des petites injections sur le tour pour avoir un vrai contour dessiné. Parce que quand je me maquille, c'est chiant de ne pas avoir de contour des lèvres. Mais en tout cas, sur la superficie, on restera sur la même chose. C'est mime, ça. Voilà. Je vous parle de Néouda parce que Néouda a fait pas mal parler. Néouda a pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. On a des attaques sur son éducation, des attaques sur sa vie personnelle et aussi sur sa manière de s'habiller. Et les critiques sur sa tenue ont fait réagir directement Néouda. Avant d'être confrontée au jugement sur son apparence, elle était déjà au cœur de la fameuse bataille judiciaire avec son ex Ricardo Pinto. Ricardo, il est installé à Paris. Il a déclaré qu'il avait obtenu la garde exclusive de ses enfants et Néouda, elle avait contesté ça en disant que c'était faux et que Ricardo tentait de manipuler la réalité. Elle arrêtait pas de dire tout va bien dans ma famille, ce que je fais de ma vie privée ne regarde que moi. On a aussi pas mal de critiques sur son approche éducative qui est scrutée et commentée de tous les côtés. Néouda, elle avait fait une story, on voit Néouda réprimander sa fille parce qu'elle refuse d'efficher des pommes de terre. Elle disait « Est-ce que j'ai signé pour ça, faire des enfants qui savent pas éplucher des patates? Je t'explique, c'est la dernière fois que je le fais. » Et elle disait, pour se justifier, « Je n'éduque pas des assistés, j'éduque des enfants qui devront se débrouiller sans moi un jour. » Et on avait eu un grand débat sur ça. Et le débat était très clair, le fond et la forme. C'est-à-dire que effectivement, rendre son enfant autonome le plus tôt possible en lui expliquant comment faire, etc., c'est super important et c'est surtout super intéressant pour l'enfant. Et tu peux rendre vraiment ça interactif, surtout quand tu es en cuisine, etc. Cependant, il y a la forme aussi. Genre vraiment, parle bien à ton enfant, non? Selon elle, il est quand même important d'inculquer l'autonomie dès le plus jeune âge sans tomber dans la facilité. Et sur ça, je la rejoins. Mais ce n'est pas tout. On a sa tenue qui a été jugée. Elle a été jugée trop osée et vulgaire. Elle a posté une vidéo où elle porte une robe courte et il y a eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était inapproprié pour une mère de famille. Alors les amis, je déteste, non c'est très fort, je n'apprécie pas Néouda ni ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, mais par contre je déteste ce genre de critique. Ça veut dire quoi? T'es une maman, tu t'habilles en sac à patates jusqu'à la fin de ta vie? Enfin non, je vois pas le rapport. Un internaute écrit « Trop vulgaire pour une mère de famille, ça vous arrive de penser à vos enfants ?» Et Néouda elle a répondu, elle a dit « Pourquoi vous laissez
laisser tout simplement pas les gens vivre. Elle a tenu à préciser qu'elle était chez elle et que même si elle souhaitait sortir habillée ainsi, ça ne regarde personne. Elle dit je suis pas dehors, je suis chez moi et même si je voulais être dehors comme ça fait quoi? Lors d'une autre vidéo, Nehuda a confié que même sa propre fille surveille ses choix vestimentaires et la taquine dès qu'elle porte une tenue trop courte selon elle. C'est un clin d'œil amusant qui montre que les critiques ne viennent pas uniquement des internautes mais parfois de sa fille, sauf que je pense que quand c'est sa fille qui lui dit on est quand même sur quelque chose d'un peu plus bienveillant, on va pas se mytho. Entre les attaques sur son rôle de mère, les critiques sur son éducation, les jugements sur son apparence, franchement elle continue sans cesse de se justifier. Elle dit « Je suis une femme avant d'être une mère, être maman ne veut pas dire renoncer à qui on est. » Et honnêtement, c'est la vérité. Je vous le dis, j'apprécie pas Nehuda, mais toutes les critiques de tout le monde là sur les mamans, même les papas, etc. qui s'habillent trop osés, qui machin. Mais enfin, les gens sont aussi des êtres humains avant d'être des parents. Et enfin, je comprends pas. Après, peut-être qu'effectivement, il y a le côté donner un mauvais exemple à son enfant. Mais est-ce que c'est un mauvais exemple? Enfin, je sais pas, tu lui expliques à l'enfant que maman c'est une adulte, qu'elle a le droit de porter ce genre de tenue. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Même si j'apprécie pas Nehuda, j'ai beaucoup de mal. Vous me direz ce que vous en pensez, surtout si vous êtes parent. Enzo et Colette ont fait pas mal de confessions, je voulais vous en parler. Je vais pas mal rester sur mes notes parce que c'est assez grand. Enzo, candidat des apprentis aventuriers 8, a récemment pris la parole pour dénoncer le comportement de certains de ses camarades. Il avait d'ailleurs fait des révélations par rapport au fait qu'il a quitté la compétition en raison de fatigue et de faim accumulées durant le tournage, je vais y revenir. Mais c'est vrai que depuis le lancement des apprentis, les téléspectateurs ils suivent avec attention l'aventure des candidats, même si je vous le dis, moi je commence à en avoir marre, c'est très long. C'est vraiment très long cette année comme émission et j'ai beaucoup de mal à rester accroché. Dans un extrait, Enzo il explique qu'il est à bout de force et en raison de la fatigue de la faim, il a dû temporairement quitter la compétition pour se reposer en dehors de l'île. Il a précisé qu'il sentait son corps prendre un coup et il a dit que la survie de l'île devenait un véritable combat pour lui. Il a été confirmé que après, pour des raisons de santé, Enzo ne serait pas présent dans certains épisodes. Colette, elle a dû relever des défis tout seul et donc on avait eu tout simplement un moyen de pas désavantager Colette. Le vendredi 14 mars, Enzo il prend la parole sur son compte Instagram, il partage son ressenti, il a dit que même lui ça lui faisait bizarre de se voir dans cet état de fatigue, mais que au-delà de son état physique, Enzo a dénoncé le comportement de certains candidats à son égard. Selon lui, plusieurs participants matrixaient son image, le critiquaient sans cesse. Il a dit « Enzo ci, Enzo ça, je pense qu'ils disent des choses pas forcément très positives à mon égard, je ne pense même pas, j'en suis sûr. » Il a dit que ces remarques avaient un impact direct sur lui et que ça affectait son état d'esprit et donc aussi ses performances dans la compétition. Il a insisté sur un message important pour ses abonnés. Il a dit « Chaque pensée que tu émets, chaque propos que tu dis et que tu envoies à l'univers, tout ça a des répercussions et des conséquences. » Selon lui, il est crucial de contrôler ses pensées, d'être conscient des paroles qu'on prononce, car elles peuvent avoir des répercussions négatives sur la vie quotidienne. Tout ce qui sort de notre bouche se manifeste dans la vraie vie de tous les jours. Malgré ce passage à vide, il a quand même tenu à rassurer ses fans. Il a annoncé qu'il serait bientôt de retour dans l'aventure, plus en forme que jamais. Il disait c'est un petit coup de down, mais ça va revenir. Spoiler alerte, ça n'a malheureusement pas été le cas. Je pense qu'il a dit ça pour garder les téléspectateurs en haleine. Mais c'est vrai que dès le début du jeu, il s'était attiré la colère de certains de ses camarades parce qu'il avait éteint le feu dans la jungle, il avait voulu faire le pompier. Pour certains, les tensions et les critiques peuvent sembler anodines, mais Enzo rappelle que les répercussions des critiques et des mots en fait qui peuvent être employés peuvent être bien plus sérieuses. Selon lui, chaque remarque, qu'elle soit positive ou négative, peut influencer l'état d'esprit et la santé mentale d'une personne. Donc il a profité de cette occasion pour sensibiliser ses abonnés et l'importance des mots. En fait, les mots ont un impact, les mots sont très forts, les mots peuvent être vraiment des poignards, sincèrement. Malgré les difficultés et sa mise à l'épreuve, il a su se distinguer tout au long de l'aventure. Il a démontré sa résilience et son désir de gagner, et c'était un passage difficile pour lui, et tout le monde espérait le revoir très rapidement sur la plage. Malheureusement, spoiler alerte, il n'est pas revenu sur la plage, il a été contraint de sonner la cloche de l'abandon à cause d'un état de santé. Ça m'a beaucoup attristé parce que les Rouges sont vraiment une équipe que j'aime voir évoluer dans les apprentis, que j'ai aimé voir arriver sur la plage, que j'ai aimé voir souder et je voulais les voir aller le plus loin possible. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'espère sincèrement qu'ils pourront retourner tenter l'aventure. Je vous laisse regarder. Yo, TikTok, comment ça va? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé le soir juste avant parte à l'hôpital, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que ce soir-là, j'étais de garde avec Colette pour protéger le feu et qu'on avait pour mission de garder environ le feu pendant 2 heures et à la suite de ça, je devais réveiller Rémi qui, lui, devait réveiller JP. Tout se passe pour le mieux, je garde le feu, enfin,
qui se passe pour le mieux. J'étais là, j'avais la tête... En fait, j'avais l'impression que mes mouvements, ils étaient au ralenti. Genre, j'étais blanc débardeur, blanc de Doliprane, c'était horrible. Et là, il y a le nounou qui passe. Le nounou, c'est la personne qui est présente sur le camp pour savoir si on va bien. Et là, il détecte que le frangin ne va pas bien finalement. Il me sort son téléphone, il me dit « Enzo, vas-y, on va prendre ton pouls, parce que là, ça va pas. » Il lance le chrono, 1 minute, et là, 29 battements par minute. 29 Alerte. Que pour les personnes qui ne savent pas, mais un pouls qui bat normalement équivaut à un pouls entre 60 et 100 battements par minute. 29. Bref, à la suite de ça, on décide de me transférer en urgence à l'hôpital pour savoir le pourquoi du comment. Bref, c'était hardcore. Là, j'espère que je vais rentrer dans l'aventure parce qu'il est hors de question pour moi de laisser ma petite Colette toute seule. Par contre, reviens, hein, parce que là, je vais devoir faire le parcours du combattant toute seule. On sort de la télé-réalité, je vous parle d'Inox parce que l'affaire du cambriolage de la maison de Inox a pris un tournant. On a eu l'interpellation d'un rappeur, Landy, un artiste déjà connu des forces de l'ordre pour divers faits juridiques. Il a été arrêté ce mardi matin en compagnie d'un autre individu suspecté d'être impliqué dans cette affaire. Les deux hommes ont été immédiatement placés en garde à vue afin d'être entendus par les enquêteurs et de déterminer leur degré d'implication. Pour rappel, cette intrusion a eu lieu dans un bien immobilier situé à Poissy que Inox mettait en location pour un ami. Les malfaiteurs auraient forcé une fenêtre à l'aide d'un pied de biche pour pénétrer dans les lieux et fouiller l'intérieur du logement. On avait vu que des cartes Pokémon ont été volées, un butin surprenant. Inox avait réagi sur les réseaux, il avait déclaré qu'après avoir inspecté les lieux, il avait constaté que rien d'autre d'important n'avait été volé, mais il s'était montré perplexe quant à l'objectif réel des intrus. Qu'est-ce qu'il cherchait précisément? Lui faire du mal? Lui faire peur? On ne sait pas. Lors de cet épisode, les malfaiteurs s'étaient emparés de sneakers et de montres d'une valeur, renforçant aussi l'inquiétude autour de la sécurité des biens. Attendez, ça je crois que c'était le deuxième cambriolage. Oui, parce qu'il a été cambriolé 2 fois. Bref, le rappeur Landy, de son vrai nom Gaoussou Sylla, n'en est pas à sa première confrontation avec la justice. Âgé de 29 ans, il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des faits de violence en 2013 et en 2018 qui lui avaient valu des peines de prison. Plus récemment, octobre 2024, il a été placé en garde à vue après un rodéo urbain sur un trottoir, un comportement qui avait suscité une polémique sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs cherchent désormais à établir si ces 2 suspects sont bien les auteurs des cambriolages, ou du moins de l'un d'entre eux, ou qu'ils auraient agi en complicité avec d'autres personnes. Cette arrestation pourrait également permettre d'établir d'éventuels liens avec d'autres affaires. En attendant, le mystère demeure quant aux véritables motivations des cambrioleurs et la raison pour laquelle ils ont ciblé Inox Tag. Je sais que c'est court et intense, mais je l'avais pas mis mercredi et j'ai vu ça sortir, je me suis dit je vais en parler dans MTT parce que je sais qu'on veut la suite de tout ça, donc je vous donnais un petit point ici, vous me donnerez votre avis. Je termine le cœur actu avec Marine Elimer. Marine Elimer se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs et pas pour les bonnes raisons. En plein Ramadan, elle a publié un placement de produit qui a provoqué une véritable tempête sur les réseaux. Accusée de contradictions et d'incohérences dans sa pratique religieuse, elle fait face à une vague de critiques. Depuis sa conversion à l'islam, Marine est scrutée par les internautes et il y en a beaucoup qui critiquent ses choix et elle dit un choix d'âme, de cœur et de raison. L'an dernier, elle avait déjà été pointée du doigt pour avoir partagé une photo de son tapis de prière à l'occasion de l'Aïd, alors qu'elle avait été aperçue en train de rompre son jeûne avant l'heure. Cette année encore, elle est la cible de nombreuses critiques. Certains lui reprochent de ne pas maîtriser l'arabe, d'autres l'accusent d'instrumentaliser la religion. Marine, elle a dit « Je sais qui je suis, ce que je vaux, ainsi que mes proches et ma famille. C'est le principal. Malheureusement pour vous, ça ne me touche tellement pas. » Mais les détracteurs ne lui laissent pas de répit. Cette fois-ci, c'est une publication Instagram qui a déclenché la polémique. En plein mois sacré du Ramadan, Marine partage des clichés en tenue de sport avec sa sœur jumelle pour promouvoir une nouvelle routine de fitness en ligne. Un choix qui a immédiatement fait bondir certains internautes. Dans les commentaires, on peut lire « On peut lui souhaiter le meilleur, même si elle se sert de la religion musulmane pour ses propres intérêts. Respecte ta communauté musulmane et son intelligence parce que là, ça devient blessant et humiliant de prendre l'islam pour un plan marketing ou enfin, tu es en train de jouer et manipuler toute une religion. » Marine a enfoncé le clou avec une nouvelle publication. Le 18 mars, elle a fait la promotion d'une robe noire ultra glamour avec un décolleté super plongeant, ajusté à la taille, accompagné de gants longs. Une tenue élégante et sensuelle, mais qui a choqué en pleine période du Ramadan. On peut lire « Et le voile, que fait son mari? Elle n'est plus musulmane, tellement un manque de respect pendant le Ramadan. Je pense que c'est le Ramadan, un peu de respect. » Une nouvelle vague d'indignation qui vient fragiliser encore plus davantage son image. Après la controverse autour de sa routine fitness, cette nouvelle tenue fait énormément parler. Mon
Mon avis là-dessus est que malheureusement, je pense qu'il est fortement possible, peut-être pas elle, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même, que des candidats jouent avec la religion pour faire parler d'eux, etc. Après, comme je l'ai toujours dit, chacun vit sa foi comme il l'entend, même si en période du Ramadan, il me semble quand même qu'on est vraiment sur justement des valeurs bien ancrées, des codes à respecter. Peut-être que Marine a décidé de vivre son Ramadan comme ça. Je ne pense pas que c'est censé se passer comme ça. J'essaye juste d'être objectif et d'essayer de voir le bon côté des choses. Je ne sais plus quoi dire par rapport à ça et je pense à toutes les personnes que ça touche et qui vivent vraiment le Ramadan et qui vivent vraiment leur foi et leur religion. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Il a été riche en informations et très intéressant. J'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker, on arrive au gros dossier. Si on peut réatteindre 1100, 1200, 1300 likes cette semaine, j'en serai ravi. Je vous retrouve dans un instant pour les gros dossiers. Tenez-vous prêts, ça va swinguer. On va parler maladie et on va également parler rupture. C'est parti, jingle, les gros dossiers, c'est maintenant sur Mix The Tea. Je commence les gros dossiers avec Jessica Tivna. Est-ce que Jessica Tivna est malade? Il y a eu une alerte médicale suite à l'apparition d'une tache sur son visage. Je vous raconte, ça a fait beaucoup parler. Vous le savez, Jessica, c'est quelqu'un qui est habitué à partager son quotidien avec ses abonnés et récemment, elle a fait face à une situation assez angoissante. Une mystérieuse tache est apparue sur son visage et ça l'a poussée à consulter un dermato et donc on a eu une série d'examens médicaux. Elle est connue pour son honnêteté et sa transparence et donc elle a tout raconté. Le 18 mars, elle prend la parole sur ses réseaux pour révéler cette expérience. Après avoir remarqué cette fameuse suspecte tache sur son visage, elle a dit qu'elle ne voulait pas prendre de risques et elle s'est rendue chez un spécialiste. Son dermatologue, après un premier examen, s'est montré prudent quant à la nature de cette tache. Il lui a dit « elle n'est pas très belle ». C'est ce que lui a confié le médecin, donc il a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un problème plus sérieux que simplement une tache dermatologique bénigne. Et face à tout ça, il y avait deux options qui s'offraient à elle. 1. Suivre immédiatement un traitement à base de laser et de crème pour éliminer la tache. 2. Subir une biopsie afin d'analyser un échantillon de sa peau et déterminer si ça pourrait être un cancer cutané. Jessica a opté pour la première solution. Le traitement a porté ses fruits et la tache a progressivement disparu. Ce que je trouve intéressant ici et ce que je veux dire notamment en vous parlant de ça, c'est qu'on ne peut pas attendre dès qu'on a ce genre de choses qui peut arriver. Il faut à tout prix faire des tests tout de suite, même si ça fait peur. Il faut faire des examens médicaux, il faut faire des bilans sanguins aussi d'ailleurs dans l'année. Il faut en fait être au courant de sa santé. C'est la chose la plus précieuse qu'on a sur cette planète, c'est notre santé et on ne peut pas la négliger. Jessica, elle cache pas qu'elle a ressenti une certaine angoisse en attendant les résultats du traitement. Aujourd'hui, elle est rassurée. Elle a dit que c'était soit elle faisait ça, soit elle devait envoyer un bout de sa peau en biopsie pour voir si c'était pas un cancer de la peau. Mais la biopsie n'a pas été nécessaire. Les médecins lui ont confirmé que la lésion cutanée n'avait pas d'origine cancéreuse. C'est un énorme poids en moins pour elle qui avoue ne pas être du genre à paniquer facilement, mais que la situation aurait pu être plus grave. Et je pense sincèrement que quand ça touche la santé, peu importe qui tu es, tu paniques. Elle s'est pas contentée de partager son expérience. Elle a sensibilisé sa communauté sur l'importance de rester vigilant. Elle dit c'est important, ne prenez pas des boutons ou des taches à la légère. C'est un message essentiel qui rappelle que des signes apparemment anodins peuvent parfois cacher des problèmes de santé beaucoup plus sérieux. C'est une mésaventure qui lui permet de prendre conscience de l'importance de la prévention et de la consultation médicale. Évidemment, il y a eu beaucoup de soutien envers elle et tant mieux parce que je vous rappelle que dernièrement, du côté de Jess, c'était pas fameux. Il n'y avait pas énormément de soutien envers elle avec son nouveau compte TikTok, c'est Haul Sephora XXL. J'ai dépensé 1500 €. On a aussi Nabila qui l'avait un petit peu taclé indirectement en disant qu'elle n'allait pas tout raconter sur des podcasts. Donc Jess, elle a été vraiment la cible de nombreuses critiques récemment, que ce soit par rapport à ça et à ses modifications physiques. Et là, on a eu beaucoup de soutien envers elle, tout simplement parce que les gens étaient inquiets. On s'est demandé, mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui est en train de lui arriver? Et du coup, je le mets vraiment dans les gros dossiers pour parler de prévention, en fait, de faire attention à sa santé. La santé, c'est quelque chose qui est primordial. On ne peut pas la laisser de côté et je pense qu'il faut vraiment s'en rappeler. Malgré toutes les critiques qu'elle prend dans la tronche, Jessica, elle assume totalement ses choix, que ce soit physique, perso, pro, elle assume tout. Mais ses remarques relancent quand même le fameux débat sur la quête de la perception physique dans le monde de l'influence. Parce que j'ai vu quelques messages passer dire que s'il y avait eu un problème au niveau de sa peau, s'il y a eu un problème au niveau de ceci, au niveau de cela, ça aurait pu être dû à tous les produits qu'elle s'injecte.
Et honnêtement, malheureusement, ça peut être le cas. Bref, entre frayeur médicale, les polémiques sur la manière dont elle gère son argent et les critiques sur son apparence, Jessica traverse, comme souvent d'ailleurs, une période assez intense. Elle a réussi à éviter une situation grave avec cette tache cutanée, mais elle doit désormais composer avec les attaques constantes sur les réseaux sociaux. Elle peut quand même compter sur le soutien de son mari et des internautes les plus fidèles qui continuent de la suivre. Moi, j'ai envie de vous dire que j'espère qu'elle se concentrera sur sa santé et son bien-être. C'est quelque chose qu'elle met beaucoup en avant dans les podcasts qu'elle fait, en disant que pour elle, sa santé, c'est le plus important. Donc peut-être qu'ici, ce sera aussi le cas. Ça fait une décennie. Une éternité. Un siècle. Franchement, ça fait 3 mois on s'est pas vu, alors que d'habitude on se voit quand même assez régulièrement. Et ouais, mais tu vois pas, il y a plein de... Les enfants, ils commencent, ils finissent 2 heures après, il faut les emmener aux activités. Voilà, donc là, c'était... Mais là, elle est de retour. Elle m'a dit, c'est le meilleur avocat de toast qu'elle a jamais mangé. C'est vrai. Donc j'ai bien mangé. Voilà, je suis contente, on se raconte plein de choses, ça fait trop longtemps. C'est les potards. C'est les potards. Et j'avais une tache sur le visage, je vous en avais déjà parlé. Et voilà, ici, une tache qu'on voit là, elle est ronde, elle était parfaite. Elle était pire il y a un mois. Et en fait, elle m'avait dit, bon, écoutez, elle est pas très belle, on va voir, je vais vous donner une crème, on va mettre tous les soirs. Et puis j'ai fait aussi un traitement, enfin une espèce de laser, enfin bref, j'ai fait des traitements et ça s'est estompé. De toute façon, c'était soit ça, soit je devais aujourd'hui couper ma peau pour envoyer un bout de peau en biopsie pour voir si c'était pas un cancer de la peau. Voilà, donc je suis très contente. Je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas. Moi, je suis pas quelqu'un d'angoissé, je suis pas quelqu'un qui stresse. J'étais en toute détente. Je dis ok, pas de souci. Au pire, on coupera un bout de peau. C'est pas comme si j'ai pas coupé ma peau de partout. Hein. J'ai découpé des nez, des mentons, manquait plus comme bout de visage et puis voilà. Donc voilà, donc j'étais pas du tout stressée. Je n'en ai pas parlé parce que je veux pas me porter l'œil. Mais je suis très contente. Ma tâche s'est diminuée. On va faire quand même, on va continuer de la traiter. Mais je suis contente de savoir que mon bout de peau part pas en biopsie. Mais je suis très contente, ma tâche s'est diminuée, on va faire quand même, on va continuer de la traiter, mais je suis contente de savoir que mon bout de peau part pas en biopsie et qu'on ne parle pas de cancer de la peau. Donc, enfin, que du coup, on peut traiter ça en surface, quoi. Voilà, on va traiter ma petite tâche. Mon corps, comme ça, elle a tout regardé et je suis contente, tout va bien. Donc c'est important les habits, ne prenez pas des taches, des grains de beauté, à la légère, parce qu'on n'en sait rien. Et évidemment, j'envoie tout mon soutien et tout mon courage aux personnes qui peuvent me regarder, qui sont depuis l'hôpital, qui sont malades, qui sont en situation de difficulté. Je sais qu'il y en a, je vous lis dans les commentaires. Évidemment, nous terminons avec Marwa Meraska et Rim Renom. Je vous ai sorti une vidéo ce vendredi sur le sujet, mais je fais quand même un point ici avec vos avis, etc. Depuis sa séparation avec Vincent, Marwa ne mâche plus ses mots et elle se livre sans filtre sur sa version des faits, notamment en live TikTok. Après plusieurs semaines de silence, elle s'est enfin exprimée sur, selon elle, ses véritables raisons qui ont conduit à leur rupture et selon elle, une personne en particulier serait à l'origine de tout ça. Rim, l'ex-femme de Vincent, la mère des enfants de Vincent. Contrairement à ce que certains ont pu penser, cette séparation n'est pas, selon Marwa, une décision impulsive. Elle a révélé que bien avant leur rupture, elle avait tout mis en œuvre pour sauver leur couple. Lors de plusieurs lives sur TikTok, elle explique qu'elle avait donc organisé ce fameux voyage en Thaïlande, que c'était dans l'optique de renouer avec lui et de se remettre ensemble. Mais ce voyage était un test pour leur histoire, seulement il a mis en lumière les failles déjà bien présentes dans leur relation et Marwa, elle a décidé d'en parler et aussi de se défendre contre toutes les rumeurs qui disaient qu'elle était déjà en couple avec un autre homme. Elle dit « Je ne fais pas partie des gens qui, 3 jours après leur rupture, se remettent en couple ». Quoi qu'il en soit, la relation n'a pas survécu et Marwa, elle pointe du doigt une cause majeure, la présente incessance de Rim dans la vie de Vincent Queijo. J'ai dit la présence incessante, la présence incessante. Là, c'est des critiques à son encontre, elle a tenu à mettre les choses au clair, elle a dit « Sachez que s'il y a une méchante dans l'histoire, ce n'est pas moi ». Et donc, à partir de là, elle commence à tacler Rim et à tacler et à tacler. Elle explique que dès le départ, elle avait hésité à se lancer dans cette relation, notamment à cause des enfants de Vincent, qu'elle voulait pas un homme qui a des enfants, qu'elle voulait vivre cette première expérience de maman ou belle-maman avec quelqu'un qui serait aussi parent pour la première fois, mais apparemment, c'est pas, comme elle l'a dit, vous allez l'entendre, les gosses qui ont
pose des problèmes, mais bel et bien Rim. Elle dit qu'en gros Rim elle était toujours là, qu'il faisait des problèmes et qu'il ne s'en sortait plus. Il y a un grand débat par rapport à ça parce que Rim ça reste quand même la mère des enfants de Vincent, du coup évidemment qu'elle est là dans le schéma familial. Après on ne sait pas ce qui s'est passé, mais si effectivement elle s'est mêlée de la vie de couple de Marois et de Vincent, ça c'est un peu limite. Mais Marois elle s'arrête pas là, hein. Elle fait beaucoup de confidences, plus directes, elle dit j'ai été déçue de beaucoup de choses. Elle parle de Rim, apparemment Rim elle était vraiment omniprésente, ça aurait été absolument horrible. Elle parle aussi de déception par rapport à Vincent. Il y a aussi beaucoup de gens qui vraiment continuent même dans le live d'affirmer que Marois, en gros elle s'est éloignée à cause des enfants, mais apparemment selon Marois c'était pas le cas. Elle disait même à Vincent de prendre du temps avec les enfants seule. Elle dit qu'elle n'a jamais cherché à s'imposer dans cette dynamique familiale, qu'elle respectait les liens père-fille. Et pour terminer, elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Marois était beaucoup sur Rim, mais qu'en réalité, selon Marois, c'est Rim qui aurait été beaucoup sur sa relation. Je cite, il y avait toujours un truc, il y avait toujours un problème, et ça depuis le début. C'est une accumulation de tensions qui a donc brisé leur relation selon Marois. Une chose est sûre, est-ce que cette affaire va s'arrêter là? J'en sais rien, je vous laisse regarder, on a eu plein de réponses. Comment tu peux dire, après ce que j'ai fait pour toi, comment je me suis occupée de ta famille, comment je me suis occupée de tes enfants, comment je me suis occupée de ton foyer, comment je me suis occupée de toi, de te permettre de dire, ouais, je sais pas si c'était un pansement ou pas. Moi, je sais que non. Je sais que j'ai jamais été un pansement. Il y en a qui me disent, ouais, t'es dans le déni, pas dans le déni. Je sais que non, tu vois. C'est juste que peut-être, enfin, pas peut-être, pour moi, je sais pas, je pense qu'il a parlé avec le seum, il a parlé avec la haine par rapport à ce que j'ai fait dans les stories, etc. Mais moi, j'ai été déçue de beaucoup de choses. J'ai eu des choses qui m'ont déçue, qui m'ont dégoûtée, ça m'a pas, j'ai jamais dit que je t'avais pas aimé, que je t'ai juste utilisé ou je ne sais quoi, tu sais ce que je veux dire. Moi, ce que j'ai retenu, c'était qu'il fallait aussi qu'il bouge, qu'il fallait que, tu vois. C'est poétique. Ouais, non, Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'avoir ma vie à moi, j'ai besoin de, tu sais, je suis vraiment genre, moi, je suis une pile dans ma vie dans le sens où j'ai besoin d'avoir mon espace à moi, j'ai besoin de vivre mes moments avec mes amis, j'ai besoin de sortir avec mes amis. C'est pas vrai. Moi, tant mieux qu'il ait sa routine à Bali, mais j'avais la même aussi. On se réveillait le matin, il allait au sport, moi j'allais au sport. Après, je faisais mes journées de piscine avec mes copines. Lui, il faisait ses journées. Enfin, tu vois, c'est pas vrai. Le fait aussi qu'il parle du fait que peut-être ce qui me dérangeait, c'est les enfants. C'est complètement faux. Une semaine sur deux, il avait ses gosses. Et la semaine où justement il avait ses gosses, bah moi je lui disais, prends du temps qu'avec tes gosses. Profite avec tes enfants. Et franchement, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour que carrément il monte et qu'il le dise devant tout le monde parce que il m'a grave fait passer pour la meuf en mode de ouais, mes enfants, en gros, ça lui correspondait pas. Mais arrête. J'ai jamais dit que tes enfants m'avaient posé des problèmes. Moi, c'est pas tes enfants qui m'ont posé des problèmes, c'est ton ex-femme qui m'a posé des problèmes. Et j'ai pas envie de dire, et je l'ai dit. Et c'est la vérité. On me dit, ouais, t'es tout le temps sur elle. Mais c'est pas que c'est tout le temps sur elle. C'est que la réelle vérité, c'est elle qui a posé des problèmes dans ma relation. C'est pas ses gosses. Moi, ces gosses, je les ai adorés comme si c'était des gens de ma famille à moi. Je les ai traités comme si c'était des gens de ma quand tu dis poses des problèmes, c'est quoi? S'immiscer, Non, c'est pas que, c'est qu'en fait, elle faisait des problèmes, j'ai pas envie de parler d'elle, mais il y avait toujours un truc. Il y avait toujours un problème pour que justement elle fasse partie de notre routine. Et voilà. Depuis le début en plus. Depuis le début, ouais. Donc voilà, on veut me faire passer sur la page sur les réseaux sociaux parce que je me suis jamais permis de parler de ma gueule, parce que si je ma gueule, je peux te dire que j'ai fait la carrière de beaucoup de gens ici. Vraiment. Et je ne sais pas par rapport au respect que j'ai pour lui et surtout pour ses enfants. Sinon, moi, aujourd'hui, si je veux ouvrir ma gueule, mais j'ai qu'un pas dedans. Mais parle, wesh. Non, je vais pas parler, je sais à quoi que je parle. En vrai. C'est pour la jalouse, je vais passer pour je ne sais quoi, ou je ne sais pas. Après, tu sais, on peut parler sans le seum, et on peut juste expliquer aussi ta version des faits, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais aujourd'hui, à quoi bon? Si je parlais de ma version des faits, aujourd'hui, à quoi bon? Ma relation, elle est terminée, j'ai rien à prouver à personne. Si les gens veulent penser que je suis méchante, bah, je suis méchante, c'est pas grave. Moi, au fond, tant que les personnes qui m'aiment et qui sont autour de moi, et que, il y a un truc que ouais, moi aussi je l'entends. Ils savent comment je suis et qui je suis, pour moi c'est plus important. Après, les gens sont vraiment au courant de 30% de ce qui s'est réellement passé, de la vraie histoire du pourquoi, du comment Vincent et moi on était ensemble, etc. Avant, je voulais parler, hein. Je voulais ouvrir ma bouche, je voulais dire les choses, je voulais dire les termes. Et en fait, que je recule, je me dis, tu sais quoi, tu vas passer pour la haine, tu vas passer pour la méchante, tu vas passer pour... Si, ça sert à quoi? En vrai, ça sert à quoi? En vrai, c'est tout dans le monde, c'est la vérité. Tu connais, moi, je donne pas mon avis, surtout pas en live, tu vois ce que je veux dire, pas juste, voilà, juste un peu, si tout va bien, en gros. On nous dérange, hein, tata. Tata.
Effectivement, on a eu la réponse de Rim directement qui a publié un long texte qui a dit que, en gros, elle n'avait rien à se reprocher, qu'elle connaissait sa version de l'histoire, qu'elle prenait la parole uniquement ici parce que justement elle avait les arguments pour le faire, que c'est Vincent qui est retourné vers elle après leur rupture avec Marois parce qu'il avait besoin d'aide, que elle, on lui a jamais donné l'aide dont elle avait besoin, qu'elle a toujours été seule, que c'est pas quelqu'un qui est rancunière, que si elle voulait parler, elle pourrait le faire mais qu'elle veut pas le faire et que tout ce qu'elle souhaite finalement c'est le bonheur de sa famille et de ses enfants. Et c'est une réponse qui a été très forte, je trouve, que je vous ai vraiment mise en avant vendredi. Je vous ai tout lu, là je vais pas tout vous relire, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de vendredi. Et suite à ça, on m'a dit plusieurs fois que j'étais team Rim et que je détestais Marois, et je le redis ici, pour moi il n'y a pas de team en fait, c'est simplement, c'est même pas prendre parti pour quelqu'un, c'est vraiment dire ce que je pense avec ce que je ressens. Et à tout ça, Marois a répondu justement, et j'ai trouvé la blogueuse The Good Place, ou Gossip Place si je dis pas de bêtises. The Good Place, c'est une série. Oui, c'est ça, Gossip Place, qui a lu la story de Marois. Du coup, je vous la laisse. Comme ça, vous avez la réponse de Marois qui est censée clôturer tout ça. Est-ce qu'on aura des nouvelles? J'en sais rien. Marois décide de déposer les armes et de lâcher la grappe à Rim. Depuis quelques jours, elle ne cesse de s'en prendre à Rim, alors qu'elle ne sort même plus avec Vincent. Et comme son schéma habituel, après avoir remué la boue et se retrouver dans des sauces terribles, elle ne supporte pas la pression et décide de refaire marche arrière. Avec un message qui devient habituel, je cite « Aujourd'hui je ressens le besoin de me poser un instant, prendre du recul, je suis épuisée par tout ce qui se passe autour de moi, par cette constante pression des réseaux sociaux, et par ce besoin de justification. Encore une fois, c'est toujours la faute des réseaux, mais au fond de moi je sais qui je suis, je sais bien que j'ai apporté autour de moi, c'est ce qui compte le plus. Je suis quelqu'un de transparente, je ne joue aucun rôle ici, et parfois ça me fait être impulsive, peut-être même trop. Et c'est ma nature, je ne suis pas dans le contrôle parfait de mon image, le typique Rim. Mais néanmoins, la Marois que vous voyez ici est la Marois de tous les jours, pas d'artifice, pas de filtre. Aujourd'hui, je décide de garder pour moi ma version des faits, mes réflexions, mes émotions. C'est pas ce qu'elle fait depuis 2 semaines, hein. Je sais que beaucoup seront déçus et beaucoup attendaient ce moment. Mais ce n'est plus le moment de me perdre dans des justifications et des débats sans fin. Je laisse derrière moi ce qui pèse et je choisis de me concentrer sur mon bien-être, de me protéger et me concentrer sur l'essentiel, la paix intérieure et le bonheur et ce qui nourrit mon âme. Le problème, c'est que quand ça fait 3 fois en 3 semaines que tu écris ce genre de message de paix intérieure, etc., on a du mal à te prendre au sérieux, Marois. Alors penses-tu que c'est qu'une façade et que dès qu'elle aura l'occasion, son impulsivité reprendra le dessus, qu'elle se retrouvera de nouveau dans la sauce avec Rim ou Vincent? Ou alors est-ce que tu as le sentiment que c'est réellement terminé et qu'elle met un point final à tout ça? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Information de dernière minute, Aquababe a balancé la vérité sur la rupture. Je vous lis ce qu'il a dit. L'histoire est simple et je vous la fais en raccourci pour éviter qu'on dise que je suis l'avocat de qui que ce soit. Rim et Marois ne peuvent pas se blairer, c'est physique. Il y a eu pas mal de conflits entre Marois et Vincent car elle ne concevait pas l'idée que Rim soit autant présente dans la vie de Vincent. Des conflits entre Rim et Vincent à cause de sa relation avec Marois. Une histoire sans fin avec beaucoup de drama. Entre cris, insultes et gifles, c'était beaucoup trop toxique. Marois aurait giflé Vincent quand elle avait découvert les messages avec d'autres filles et récemment gifle et griffure suite à une autre embrouille. À l'heure actuelle, chacune fait sa vie de son côté et elles ont décidé de cesser les pics en story et en live. Voilà le thé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais avec ces révélations, on comprend donc un peu mieux les choses. Est-ce que Aquababe dit vrai? Je pense que c'est le cas. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de liker afin de m'aider avec l'algorithme. Au niveau de l'emoji de la semaine, étant donné qu'on est sur le printemps qui arrive, j'aimerais voir des fleurs dans mon espace commentaire. Je vais vous en mettre une à l'écran qui est celle que j'aimerais voir le plus, mais si jamais vous voulez en mettre d'autres, n'hésitez pas. Si vous voulez en mettre plein, n'hésitez pas. Un max de commentaires pour MTT, ça aide énormément à faire grandir l'émission. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur parce que malgré la petite baisse de vues sur MTT, on a quand même toujours les likes qui sont présents et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Ça aide tellement avec l'algorithme, vous n'avez pas idée. Il n'y a pas la question de l'abonné cette semaine, j'ai décidé de la faire une semaine sur 2, donc n'hésitez pas à me poser une question dans l'espace commentaire et j'y répondrai avec plaisir la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez l'émission à sa sortie, sinon quoi, une très belle semaine et peu importe où vous me regardez, où vous m'écoutez, prenez soin de vous, c'est le plus important, je vous aime et à la semaine prochaine pour plein de nouveaux contenus.